Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 98. On y est presque au 100. C'est l'épisode hebdomadaire qui est un petit peu avancé par rapport à d'habitude, puisque d'habitude il sort en fin de semaine, mais là, en fin de semaine, on sera pas disponible, toi et moi, pour enregistrer. De toute façon, on avait prévu de faire qu'un seul podcast cette semaine, puisque l'analyse qui nous intéresse est celle de Gane contre Aspinall, qu'on va préparer pour la semaine prochaine, puisqu'on sera dans la Fight Week de cet événement. Et donc voilà, cette semaine on comptait faire qu'un seul épisode. Vous allez nous dire, on aurait pu faire un épisode sur Manon Fiorot, effectivement, une analyse, c'est vrai. Contre Jasmine Avicius, si je me trompe pas dans la prononciation de son nom, mais je ne crois pas. Oui, on aurait pu le faire, mais c'est le manque de temps qui fera que ça ne sera pas possible. Surtout qu'il y a eu pas mal d'actu qui sont sortis déjà dans ce début de semaine, donc il y a plein de choses à dire. Écoute, en tout cas, c'est une belle semaine. Une belle semaine de fight, on va dire. L'UFC Vancouver quand même, il est intéressant, il reste intéressant. Ouais. C'est vrai qu'on est privé d'un main event de dingue, qui était normalement Régnier Derrider contre Anthony Fluffy Hernandez. Écoute, c'est pas grave. Attends, c'est qui déjà qui est là? Putain, j'ai un trou, mais ça commence très fort. C'est Allen. Brendan Allen. Ouais, c'est vrai qu'on a Brendan Allen à la place. Écoute, on va laisser les choses se faire, on va voir ça quand même, et puis voilà, on va quand même regarder cet événement qui sera quand même très intéressant, je pense. Et puis surtout, il faut soutenir Manon Fiorot, ça c'est sûr, qui se relance après sa défaite contre Valentina Shevchenko. Donc voilà, de toute façon, en parler, c'est bien. Vous avez Jab Life, Aldric Cassata, Alex Herbinet, qui en parle énormément. C'est les mieux calés, les mieux positionnés pour en parler, puisque justement c'est une athlète et la femme d'Aldric Cassata. Il est relativement honnête sur ses combattants. Enfin, franchement, honnêtement, il a du recul sur ses combattants. C'est très objectif, ouais. Donc c'est pour ça que vous pouvez aller plus vers ce podcast là si vous voulez un petit peu plus d'éléments sur ce combat. Mais en tout cas voilà, nous on sera derrière quand même Manon Fiorot et notre plus grande représentante française pour l'instant, en fait, tout simplement. Ouais. Avant de commencer, comme d'habitude, on a notre partenaire du moment, Import Fight. Donc Import Fight qui est ce site de vente de textiles et matériel de sport de combat, que ça soit boxe, MMA, grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Corner, Hit and Move, Primo ou encore Pitbull West Coast. Ce sont des marques de qualité avec du style qui vous permettent de vous différencier des autres. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est sur Import Fight que ça se passe. Avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site, donc le lien est en description, n'hésitez pas. Franchement, c'est vrai, j'ai des élèves, par exemple, qui ont pris des gants de boxe, qui ont pris des casques, enfin, tu vois, il y a des gens qui ont pris du matériel sur Import Fight avec du Hit and Move, par exemple, et la qualité, elle est dingue. Moi, je les ai essayés, les gants Hit and Move. Et franchement, j'ai essayé beaucoup de paires de gants et t'es vraiment bien dedans, tu sens vraiment la qualité. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez vous équiper avec du bon matos et surtout avec des marques que vous n'avez pas l'habitude de retrouver, Import Fight, lien en description. On commence avec le combat. Le combat avec un LE majuscule qui a eu lieu ce week-end en main event de l'UFC Rio. Charles de Bronx Oliveira contre Mateusz Gamrot. Ce combat qui a été pris en short notice à 12 jours. Enfin, c'est pas 12 jours, mais c'est 12 jours de préparation effective de Mateusz Gamrot. Donc, pour affronter Oliveira, puisque c'était Fiziev à la base qui devait l'affronter. Ce combat il a été plutôt sympathique, joli finish, il y a pas mal de choses à dire, on va le débriefer quand même, c'est important. Donc voilà, commençons déjà par l'entrée de Gamrot. Il est mi-combattant de MMA, mi-sprinter.
Je sais même pas si c'était prévu qu'il fasse ça. J'ai l'impression qu'il s'est lancé dans un truc comme ça, tu vois. Il est parti à l'aventure. C'est En ouais, tout cas, il a prévenu incompréhensible. personne. Il a prévenu personne parce que tout le monde, il a laissé tout le monde sur le carreau. S'il a gagné quelque chose hier, enfin ce week-end, c'est sa course. Il a gagné sa course contre tout le monde, ça c'est sûr. Comme toute bonne voiture de sport qui, tu sais, c'est un dragster, tu vois. Tu demandes à un dragster de prendre un virage, il y a un problème. Bah, il a eu un problème, il a pas su négocier son virage. Il a fallu rentrer dans la cage, mais en passant tout droit par le public. En fait, je crois qu'il a voulu éviter les commissaires, tu sais, qui mettent de la vaseline et tout ça. Je crois qu'il s'est dit, allez, vas-y, je coupe à travers champ, et c'est bon, je serai là le premier pour mon Non, moi, je combat. pense qu'il a voulu surtout éviter le public et le fait de se faire huer, etc. Le public hostile brésilien. Il s'est dit, je vais Ouais. traverser ça le plus vite possible, tu vois, pour être dans la cage et me mettre dans mon combat. Enfin, ça n'a pas servi à grand chose, mais bon. C'était drôle à voir. Non mais par contre, je suis d'accord avec toi quand j'ai vu la chose, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit plutôt que de vivre, tu sais, douloureusement cette entrée, surtout il l'a vécu déjà, tu sais, dans les entraînements en public et tout ça. Enfin, tu vois. Donc bon, voilà. Là, il est dedans, il est focus, il vient, il rentre, il fait son sprint. Bon, on arrive vite en plus à ce main event, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. De toute façon, nous, plus vite on arrive à la bagarre et plus on est heureux. Donc merci Mateusz Gamrot pour ça. Écoute, ce combat, alors c'est vrai qu'il est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a une masterclass de Charles Oliveira, mais à la fois, il faut le nuancer ce combat quand même. Parce qu'il y a eu du positif et il y a eu aussi du négatif. Et le négatif, on l'a dès le round 1, avec le premier échange en boxe, avec un échange qui a l'avantage quand même de Charles Oliveira, hein, qui touche avec ses kicks comme d'habitude, tu vois, qui prend le centre cage, mais qui prend un premier bras arrière, premier crochet overhand, et tu vois dans les yeux d'Oliveira qu'il le prend. Tu dans le langage, dans le non verbal, tu sais, dans le corporel, tu vois qu'il l'a encaissé et tu vois que il est pas bien, tu vois déjà dans ce premier échange. Et c'est que le premier d'une longue liste qui vont passer justement ces bras arrière. Et ça pour moi c'est encore une fois le gros défaut d'Oliveira en boxe. Et Gamrot c'est pas celui qui cogne le plus dur. Ah non, ça s'est vu d'ailleurs. Et pourtant il l'a senti passer quand même. Euh, ouais, bon après on sait qu'Oliveira malheureusement et heureusement parce que ça donne des combats ouverts. Mais justement, il est très ouvert donc il prend beaucoup de frappes. Maintenant, comme tu dis, Gamrot, c'est pas du tout un mec qui punch, et d'ailleurs ça s'est vu, hein, parce qu'à partir du moment où Oliveira il a compris qu'il pouvait les prendre, il a plus du tout respecté le striking de Gamrot, et c'est pour ça qu'il met la marche avant au deuxième round, il met la grosse marche avant. Euh, mais moi, ce qui m'a surpris au-delà de ça, parce que finalement, ce qui s'est passé debout, c'est ce que je m'attendais à voir. On savait Oliveira meilleur. Il y avait quand même une interrogation sur le sol pur. Est-ce que Gamrot allait pouvoir gérer le sol d'Oliveira? Et bah, on a vu qu'il y avait un monde d'écart au sol. Ouais, alors il y a un monde d'écart, c'est vrai, il y a un monde d'écart, mais il y a eu quand même de belles choses. Si on prend en deux temps, enfin tu sais en deux temps avec le premier et deuxième round, premier round quand même, force est de constater que c'est plutôt pas mal quand même ce qu'il propose en termes de défense. Tu vois, il subit les attaques, enfin il prend des attaques, mais il les gère plutôt pas mal parce que Gamrot prend un single leg. T'as Oliveira qui accepte ce single leg, qui cherche pas à le Comme défendre, d'hab. qui prend la guillotine. Voilà, c'est pas, voilà, pour le coup, il prend la guillotine. La guillotine, elle est plutôt bien gérée de la part de Gamrot, qui arrive à sortir, qui tourne bien sa tête, tu sais, il fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire pousser les hanches, tourner la tête, coller l'oreille au buste, la tête elle sort, et là-dessus, y a pas de souci. Et derrière, t'as Oliveira qui prend une papillon, qui garde Gamrot très près de lui, et qui attaque, alors, je pense qu'il s'est laissé le choix, parce que de la manière dont il ouvre ses jambes, je pense qu'il aurait voulu le triangle. Gamrot gère bien en tenant bien Oui, la il veut le jambe, en triangle, éloignant hein, bien le de danger. base. Voilà, il tient bien la cheville d'Oliveira. Et Oliveira transfère sur l'omoplata. Omoplata qui pour l'instant au début n'est pas verrouillé puisque, enfin il est verrouillé au niveau des jambes, mais par contre la main elle est pas du bon côté du corps
de d'Oliveira, justement, parce que la main elle doit être du même côté que lui, et là elle est de l'autre côté. Elle est à l'opposé. Il garde le bras tendu pour mettre son épaule dans dans le bon angle pour pouvoir essayer de sortir son bras. Et déjà, bon, le fait de se mettre dans cette posture-là, tu sais, de garder son bras là, de savoir exactement ce qui va se passer, et surtout de ne pas chercher à rouler, mais plutôt à placer son genou, tu vois, d'être vraiment parallèle à Oliveira, de placer son genou pour lui, sur lui, pardon, pour défendre en fait tout simplement et faire une sortie. Cette sortie là, moi je l'aime beaucoup. C'est une sortie que je vous ai montré, que je vous montre chaque année de toute façon. C'est le fait de d'enjamber en fait l'adversaire quand t'es attaqué en omoplata, parce que tu ne donnes pas les points du renversement et en plus de ça tu arrives en position latérale. Alors c'est exactement ce qu'il a voulu faire, même quand le bras il est repassé du bon côté pour Oliveira, il a repris l'omoplata. Tu vois Gamrot qui vient tout de suite chercher à l'intérieur de sa cuisse pour sécuriser son bras et qui met sa jambe en barrage, qui a essayé de repasser par-dessus, qui a failli se faire renverser, qui sent qu'il va se faire renverser, il revient bien en arrière, il remet bien sa bonne posture, tu vois, et j'ai trouvé que justement, déjà dans cette première défense d'omoplata, déjà il savait exactement quoi faire. Ça montre quand même que son niveau de grappling est très bon. La Non mais lecture au sol est très bonne, attends. déjà. On parle d'un mec qui a gagné 3 fois les trials à DCC. Donc évidemment, ça serait malheureux qu'il sache pas défendre une omoplata. Ça, Non, on est d'accord. il y avait peu de doute sur ça. Mais tu sais, dans ma tête, et en fait c'est là où j'ai fait une erreur, c'est que je le voyais gérer en mode lutteur, un peu à la Tsaroukian, où je m'installe dans ta garde et je suis capable de suivre les hanches à chaque problème et d'installer des frappes. Sauf qu'il n'a pas le contrôle de Tsaroukian, comme on l'avait dit dans la mini-analyse qu'on a fait. C'est difficile pour lui de contrôler autant. Il contrôle pas au sol, Gamrot. Gamrot, il t'amène à répétition, mais il ne te contrôle pas. Et Mhm. ça s'est vu. Il a fait que subir les attaques. Lui, il était incapable de proposer quoi que ce soit. Tu vois, à aucun moment, tu sens qu'il peut passer la garde d'Oliveira, par exemple. Non, non. La seule chose qu'il a tenté, c'est quand il se fait renverser, parce que finalement sur l'omoplata, Oliveira remonte et tente un renversement quand même dessus, et tu vois Gamrot qui s'attaque à la jambe Ouais. d'Oliveira. Tu vois, il attaque la cheville. Et finalement, c'est là le début des problèmes, puisque Oliveira gère parfaitement bien. Il se retourne, il enlève sa jambe, et au moment du scramble, tu vois Oliveira qui arrive à lui prendre le dos. Donc encore une fois, la défense, elle est bien hein, de la part de Gamrot qui monte très haut son bras pour éviter de prendre l'étranglement. Mais c'est de la défense, c'est vraiment de la réaction plutôt que de la proaction. C'est-à-dire que dans sa sortie, tu vois, il défend l'étranglement, mais par contre, au niveau des sorties, tu sens qu'il n'y a pas, qu'il met rien en place, tu vois, Et enfin, il met rien surtout, en place. Il peut rien mettre en place, en fait, pour sortir, parce que, en plus, le crochet, tu sais, le triangle de corps avec le crochet d'Oliveira, il est extraordinaire. À chaque fois quand il se relève, ouais. parce qu'il sort bien, hein. Il se met sur ses mains, il fait le pont, enfin, il fait le tipi pour se relever. Mais Oliveira, à chaque fois, il crochette, il le ramène sur le dos. C'est super bien géré de la part d'Oliveira. Il maîtrise parfaitement bien cette position quand il est dans le dos. Oui, déjà, c'est un expert de cette position. Et en plus, tu vois que Gamrot, quand on est dans des scrambles type lutte, il est quasi imprenable. On l'a vu avec Tsaroukian, il fait vraiment jeu égal avec lui, tu vois. Mais quand on est dans un jeu plus JJB, c'est plus compliqué. Ouais, je suis d'accord. C'est des mecs qui Je ont suis besoin de d'accord. mouvement, qui ont besoin d'espace, là où Oliveira, il a cherché du contrôle fort et il a pris son temps. Tu vois, il y avait pas de mouvement. Il a besoin de mouvement, Gamrot, pour sortir. Il a besoin que ça bouge partout. Oliveira, c'est je prends ma position et petit à petit, tranquillement, je vais progresser, mettre mon crochet. C'est exactement ce qu'il faut faire sur un mec comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et finalement, le round 1 se termine comme ça, donc avec une grosse domination d'Oliveira sur les échanges au sol. Le round 2 commence avec justement des échanges plus en boxe, Mais puisque attends, quand tu vois le round 1, ouais, tu te dis quoi? Une fois que tu as vu le round 1, parce que moi, l'interrogation, je te dis, elle était au sol. Moi, quand je vois le round 1 et que je le vois dominer comme ça au sol, pour moi, dans ma tête, le combat, il est fini, ça y est. Je vois pas dans quel monde Gamrot peut gagner. je suis d'accord. En sortie de round 1, je suis d'accord. Début de round 2, je me dis ouh, il y a un changement.
En fait, le truc, c'est que quand je vois le début du, c'est quand je vois le début du round 2 et où je vois Oliveira qui cherche à boxer avec Gamrot qui n'a pas une boxe exceptionnelle, on l'a dit, hein, c'est une boxe en ligne. Il avance, il recule, il avance, il recule. Tu vois, il y a pas vraiment d'angle. Tu sens que c'est pas un boxeur d'élite, Gamrot. Il a amélioré sa boxe, mais c'est pas un boxeur d'élite. Et là, je vois les échanges en boxe. Et je vois 1, 2, 3, 4 crochets, overhook, overhand, pardon, du bras arrière. Et je me dis, mais il est con, quoi. Franchement, je vois Oliveira dans cette... Alors, attention, parce qu'il y a une nuance aussi. C'est que, pour l'instant, dans le round 1, on sait pas si Oliveira il est en capacité d'amener Gamrot. C'est Gamrot qui amène. Mm. La phase au sol, elle est due à Gamrot. Donc tu sais pas encore si Oliveira il est capable d'amener. Tu vois, pour le coup. On s'en doute, on en a parlé dans l'analyse, on sous-estime souvent la lutte d'Oliveira, mais on sait pas trop s'il est capable d'amener. Donc, quand je le vois échanger debout, et que je vois qu'il prend à répétition des frappes qui touchent, et qu'on sait qu'il a pris un KO il y a moins de 3 mois, je me dis, oh, quand même, faudrait peut-être pas s'attarder dans cette position, tu vois. Moi, tu vois, j'ai pas le même ressenti. Quand je le vois, au contraire, quand je vois les frappes et que je vois qu'il continue d'avancer et que ça bronche pas et qu'on connaît en plus la puissance de frappe d'Oliveira, mm, ouais, je me dis, il va le connecter. Lui, il va le connecter une fois et ça suffira. Ben, alors, ça, je t'en prends conscience, mais un peu plus tard dans le round. Quand il commence à vraiment avancer. Parce que moi, mon problème, c'est dans le début du round où il avance pas du tout. En fait, où il est sur place, il recule même. Et c'est Gamrot qui lui avance dessus. Dans le début du round, Oui, c'est oui, Gamrot oui, qui lui oui, oui. avance dessus. Et après, quand il commence à accélérer et qu'il commence à venir au clinch et à envoyer ses coudes, c'est là où, ah, d'accord, ok. Là, il y a un changement de paradigme, tu vois, dans le combat. Puis Mais tu vois que moi, je te parle Gamrot, vraiment des premiers temps du deuxième round où là, ouais, je me ouais. dis, oh, c'est chaud, tu Parce que vois. dès que Gamrot est sur le reculoir, c'est fini pour lui. On sait, pour lutter, il a besoin d'espace, donc il a besoin de mettre la marche avant, donc c'est de plus en plus compliqué. Puis en plus, lutter n'est plus vraiment une option, puisqu'il a vu qu'il était dominé au sol, donc ça, tu lui retires finalement ce qui fait de mieux. Et boxer quand tu recules, c'est compliqué. Donc ouais, les taux ils se resserrent sur Gamrot. C'est ça. Et alors, à partir du moment où Oliveira vient casser la distance, c'est après lui avoir mis une petite série de coudes, bien sûr, mais vient casser la distance, le ceinture, et fait une magnifique amenée en 2 Magnifique. temps, où il vient d'abord le planter vers l'avant. Non, d'abord il l'arrache. D'abord il le soulève, il le ceinture, il l'arrache avec Gamrot qui gère parfaitement bien. Il sait très bien gérer ses situations. Ah, Il met le type en barrage. le body lock d'Oliveira quand même c'est quelque chose, hein. On en parle souvent, mais Mais oui. voilà, sa lutte offensive c'est quelque chose. Ah, Il a vraiment vraiment progressé sur ça. Je pense qu'il est quasiment capable d'arracher n'importe qui. oui, oui. Et puis la taille des segments qu'il a, tu vois, c'est La impressionnant quand il est en puissance, bodylock. Et la puis la puissance puissance. qu'il a aussi. Donc tu vois qu'il l'arrache, bien géré, il met le tibia en barrage. Tout de suite, dès que ça touche le sol, il essaie de le planter dans le sol pour forcer Gamrot à poser la main au sol. Et là, en fait, il s'acharne pas de ce côté-là. Il vient tout de suite le contourner par l'arrière pour essayer de mettre ses crochets. Et c'est le début de la fin. Parce qu'à partir du moment où il a encore réussi à graviter dans le dos, il sort sa tête. En fait, il va par là aussi pour sortir sa tête parce que Gamrot avait justement bien pris la ligne d'épaule. Donc il sort sa tête et derrière il lui attaque le dos. Et une fois qu'il lui a attaqué le dos, c'était qu'une question de temps pour attaquer cet étranglement arrière, ce rear naked choke pour le faire taper. D'ailleurs j'ai bien aimé parce que tu sais il y a pas longtemps, bon toi t'étais pas là mais parce que tu n'es plus là. Tu n'es plus avec nous. Mais j'avais montré comment attaquer, tu sais, le coup façon Nicky Rod. Tu sais, avec le bras très profond, Hmm. venir contrôler la main par en dessous, et après venir faire, tu sais, tu plantes la main vers le bas pour Ouais. remonter le bras vers le haut, tu sais, et venir attaquer le coup. Et en fait, il le fait exactement de cette manière-là. Bon alors, bien sûr, il attaque pas le coup, il vient au niveau de la mâchoire. Bon, grosse pression qui est gérée d'abord par Gamrot. Bah, tu sais, tu sens qu'il a l'habitude quand même d'être dans le grappling et donc de se faire soumettre. Mais derrière, tu sens que Oliveira, il a ponté dans le dos. Et on sait tous que quand t'as un mec dans le dos, un mec un peu longiligne comme ça, qui a un bon triangle de corps, et qui vient et qui pousse en plus avec ses hanches au moment où il vient t'étrangler, tu sens que ta tension, elle est de partout, t'as mal au dos, t'as mal partout. T'as mal partout quand il arrive ce truc-là, t'as l'impression que ton dos il va se briser, tu prends l'étranglement, il ne pouvait
plus que taper. Franchement, sur l'étranglement, et extraordinaire. Extraordinaire. Première soumission en carrière pour Gamrot. C'est la première fois qu'il tape. Oui. Donc Ouais. c'est quelque chose, hein, parce qu'il en a affronté des bons grappleurs, Gamrot. Mm. Donc c'est quelque chose. Ah, alors, il a affronté des bons grappleurs qui étaient surtout des lutteurs. Enfin, tu sais, pour la plupart quand même. Enfin, quand tu penses bon grappleur, tu penses à qui? Tu vois, par exemple. Darius? Tu vois, Oui, mais Darius très Darius dans fort les en faits, il soumet pas tant jiu-jitsu. que ça. Ouais, mais très fort en jiu-jitsu, il a pas été capable de le contrôler comme ça. C'était dans les scrambles, mais au sol, il a pas été capable de le contrôler comme ça. Ouais, parce que Darius, il accepte le scramble. Tu vois, dans son jeu. Hmm. Darius, dans son sol, tu sais, il est beaucoup justement dans la recherche d'aller foncer dans les jambes, de prendre les jambes et tout ça. Et puis ça reste un profil lutteur, un excellent sol, mais c'est un profil lutteur, tu vois. C'est qu'il va accepter la lutte. En fait, finalement, tous les mecs au sol qu'il a eu, c'est des mecs qui étaient des profils lutteurs, qui étaient Ah, bons c'est dans le vrai. scramble, Ouais, tu ouais, vois. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc c'est la première fois qu'il affrontait un mec comme ça, qui allait lui mettre une pression, en fait, tout simplement. De toute façon, en vrai, c'est la première fois, oui. Et c'est probablement la dernière fois, parce que dans cette KT, hormis Oliveira, il y a personne qui a ce jeu-là. Benoît Saint-Denis. C'est vrai. Ouais. Benoît Saint-Denis, là, au vu de ce combat-là, tu sens que Benoît Saint-Denis, c'est un bourbier potentiel, parce qu'en plus c'est le type de lutte que va mettre en place un Benoît Saint-Denis, hein, bodylock, Bodylock, ouais. tu vois, prise de dos, c'est C'est vrai potentiellement, qu'il y tu vois, il y a un c'est blueprint là. ouais. Mais par contre, à l'inverse, si Benoît avait pris Oliveira, un Oliveira comme ça, je donnais pas cher de sa peau. Pour l'instant, en tout cas. Je veux dire en short notice. Hein. Après, je dis pas avec une préparation, mais en short notice, je pense qu'on aurait eu à peu près plus ou moins le même résultat. C'est vrai qu'il était impressionnant, hein. En fait, Oliveira, le problème d'Oliveira, c'est que c'est beaucoup trop inconstant. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec Oliveira. Tu peux l'envoyer à la retraite sur le combat d'avant et te dire qu'il y a une chance pour la ceinture le combat d'après. Hmm. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais comme toutes les personnes de cette catégorie-là, en fait, du top 5 de cette catégorie-là, où en fait c'est pour ça qu'ils restent ancrés dans cette catégorie, c'est quand ils sont au pied du mur, ils sont capables de faire des merveilles. Et puis quand ils sont installés, eh ben ils peuvent se relâcher un petit peu parce que ça fait longtemps qu'ils sont là et que c'est dur de maintenir tu sais tout le temps ce même niveau de motivation, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont très forts, qui sont presque imbattables, presque, mais qui sont tellement là depuis longtemps qu'ils ont des séquelles et de la fatigue, tu vois. Hmm. Et si tu tombes un jour de fatigue, c'est bien. Si tu tombes un jour où ils sont imbattables, c'est compliqué. Ouais, ouais, et puis le public aussi, ça l'aide, parce qu'il a invaincu au Brésil, Oliveira. Je crois qu'il est à plus de 15 victoires au Brésil. Donc Mm. c'est énorme, tu vois. C'est vrai que lui, ça a un vrai impact le fait de combattre devant son public. Ouais, ben justement, tu vois, j'écoutais Aldric Cassata qui parlait aussi plus que le public. Alors il y a le public, mais il y a aussi les conditions du Brésil. Tu sais, C'est-à-dire, soi-disant que faire un cutting au Brésil, c'est très très compliqué. Je sais pas si t'as écouté ce Jab Life où il en parle, mais que les conditions climatiques du Brésil font que c'est assez compliqué de faire un cutting et que en fait, si tu veux vraiment performer, il faut que tu viennes suffisamment en avance pour t'acclimater en fait. ok. Mais c'est valable pour tout le monde ou tu parles pour les étrangers qui viendraient au Brésil? Ah, c'est valable pour tout le monde, pour les étrangers qui viendront au Brésil, puisque les Ouais. Brésiliens ils sont habitués au climat. Donc eux sont avantagés. Ok. Ouais, Ils sont avantagés. Comme quand les combattants combattent à Salt Lake City, tu vois, en altitude. ouais. Mais tu vois, c'est un peu la même chose. Donc, euh, donc après, je sais pas, moi je peux pas le dire, je l'ai pas vécu, donc voilà, voilà, en fait c'est des infos qu'il a eu de combattants qui sont allés là-bas, tu vois, et qui l'ont vécu. Et ça serait lié à quoi? Le lié, je sais plus ce qu'il disait, je crois que c'était à l'humidité ou je sais pas quoi. Enfin bon, L'humidité. bref, chaleur, humidité, tu vois, c'était, il y avait un truc dans le climat qui faisait que. Ok.
Ouais, écoute, Donc, c'est possible. C'est possible. Bon, après, il y a aussi le fait de pas se déplacer. Enfin, d'être chez, c'est toujours plus confortable. Tu subis pas de décalage horaire, t'es chez toi, t'es bien. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. ouais. Et puis surtout avec un public qui te pousse, hein, tu sais, le public brésilien, c'est vraiment un public, voilà, qui te pousse énormément. Donc ouais, on l'a vu tout au long de la Fight Week, de toute façon. En tout cas, Oliveira, il bat encore une nouvelle fois des records avec ce fight-là, puisqu'il est à 14 bonus de performance of the night. C'est un record. 17 soumissions. C'est un record. Pour un combattant. 21 victoires avant la limite. C'est un record. Et le premier à soumettre Mateusz Gamrot, ce qui est aussi un petit record. Ouais. Non, c'est fort. C'est fort. Franchement. Et quand tu le vois comme ça, à chaque fois sur ce profil de combattant, les anciens, on se dit à chaque défaite, bon, il leur reste peut-être un combat, on va voir ce que ça donne. Quand tu le vois performer comme ça, et que tu as encore la sensation qu'il progresse, moi il a encore de belles années, en vrai. Tout dépend de sa motivation. Là, on est juste dans la motivation. Mais en termes de niveau, il est encore bien là, Oliveira. Ouais, il est encore. Alors en termes de motivation, je sais pas. De niveau, oui, de niveau, oui, mais en termes de motivation, je sais pas parce que il a parlé quand même potentiellement après son combat contre Topuria de retraite, hein, puisque comme c'est la première fois qu'il prenait un KO net, tu vois, il a parlé de retraite et on en parlera tout à l'heure aussi parce que j'ai un petit sujet juste avant, un micro sujet juste avant, mais d'Oliveira Holloway, tu vois, potentiellement ça pourrait être un combat de retraite aussi, tu vois. Donc voilà. Mais avant de parler de ça, juste donc scène de liesse, Oliveira qui gagne son combat, qui court dans le public, qui va savourer sa victoire dans le public. Ça nous rappelle José Aldo qui avait fait ça il y a quelques années après une belle victoire sur KO avec un coup de genou magnifique. Je crois que de mémoire, il s'était retourné, il avait mis un coup de genou, il avait mis KO son adversaire, il avait sauté dans le public, mais lui, il était monté beaucoup plus haut. Il était vraiment allé dans le public, il était dans les gradins du haut, lui. Non, là, Oliveira, il est venu voir ses proches. Donc voilà, c'est parce que je crois qu'il y avait toute sa famille, il y avait sa femme, il y avait son fils, il y avait tout le monde, tu vois, qui était là. Mm. Voilà, c'est une grosse force hein, quand tu combats face à ta famille. José Aldo, justement, c'est ça le micro-sujet, qui lui Ouais, a ouais. raccroché les gants officiellement, puisqu'on parle de lui, dans cette UFC, à cette UFC Rio, qui a fait sa dernière entrée, justement le King of Rio, devant son public, pour poser symboliquement les gants dans la cage. Il l'avait pas véritablement fait. Après Eman Zahabi, tu sais, il y avait un petit flou, il était pas sûr, voilà. Ouais. Là, voilà, il a officialisé les choses devant C'est son bien. public. Et C'est c'est bien bien que l'UFC lui ait permis de faire ça. devant, ouais, devant les siens, franchement. Le King of Rio. Avec l'entrée, avec son attitude habituelle quand il se colle à la cage. Enfin, il a fait son stardom tout seul, tu vois. Là, franchement, c'était cool. Beaucoup Bah, d'émotions. c'est ça, c'est qu'il a vécu une dernière fois, mais sans stress, sans rien, sans pression, tu vois, sa dernière rentrée, en fait, dans la cage de l'UFC. Ça veut pas dire qu'il combattra pas ailleurs, hein. Mais en tout cas, c'est sa dernière entrée dans la cage de l'UFC. C'est une page qui se tourne, encore une fois, hein. Nous, on en a connu beaucoup, des pages qui se tournent depuis le temps qu'on suit le MMA, mais c'est une page qui se tourne et une énorme page qui se tourne, puisque, José Aldo, c'est C'est une légende de sport. c'est une légende qui a inspiré, je pense, toute une génération de combattants brésiliens et même du monde. Parce qu'il y en a pas mal qui le classent comme GOAT, José Aldo. Donc, non, non, grand champion et puis avec un comportement en plus toujours hyper respectueux et qui donne vraiment des belles images du sport. Je suis d'accord. Je suis d'accord. José Aldo, le seul à avoir stoppé tous les takedowns d'Amerab Valishvili. Attention. Non mais, on blague, mais attends. On en parlera tout à l'heure de Merab, mais effectivement, c'est quelque chose ça aussi, hein, on peut mettre ça à son crédit. Tu sais, parce que, malheureusement, il y en a beaucoup qui restent sur José Aldo, post-combat avec Connor, tu sais, enfin, surtout, on va dire pendant le combat avec Connor, en 13 secondes où il se met de KO, tu sais, il y en a beaucoup qui sont restés sur cette image-là et qui n'ont pas conscience de ce qu'est José Aldo et de toutes les défenses de titre qu'il a fait et de la domination qu'il a eu sur ses adversaires. Mais bon, c'est toujours mieux de le vivre en live. Mais revoyez ses combats. Si vous ne connaissez pas
José Aldo. Regardez ses combats, regardez son parcours, regardez son film. Bon, c'est peut-être pas obligé. Non, non, pas C'est peut-être obligé. pas obligé. Oh, pour la culture, il faut le voir. Mais en tout cas, ouais, non, refaites-vous les combats de José Aldo et vous comprendrez pourquoi c'est une telle légende dans le cœur de beaucoup de gens qui suivent le MMA depuis longtemps. Et Ouais. pour ceux, qui le connaissent déjà, vous savez déjà. On se sait. En tout cas, Oliveira, qui, je l'ai dit juste avant, cible Holloway pour une revanche, pour le coup. Il l'a appelé de ses vœux, il l'a call out suite à son match. Il a dit: Hey Hunter, Charles Oliveira contre Max Holloway pour le titre BMF, faisons-le. Et Holloway a répondu en disant: On a entendu le call out, ce serait amusant. Lui et moi, on a un historique. Il justifie donc la défaite, la précédente, par une soi-disant blessure. Je suppose qu'on va pouvoir éclaircir ça maintenant. On combattra à mes conditions. Ma main va mieux. On attend juste l'autorisation par les médecins. Donc, écoute, pourquoi pas? Moi, c'est un combat qui me plaît énormément. Qu'est-ce que t'en penses? Complètement. Complètement. En fait, il y a deux intérêts. Il y a déjà le combat en lui-même, qui est un super combat avec deux athlètes qui font du spectacle et en plus deux athlètes qu'on apprécie beaucoup. Et en plus de ça, en termes sur le côté sportif, ça a aussi du sens. Tu vois, sur le classement, etc., ça a du sens. Mhm. Parce que un combat BMF n'est pas obligatoirement, je l'associe pas forcément au ranking sportif, tu vois. On s'attend à du spectacle. Et là, on a les deux. On aura et du spectacle et potentiellement une demi-finale mondiale. Et oui, parce que ça a toujours de la valeur de battre l'ancien champion de la catégorie qui est Charles Oliveira, hein, qui a été dominant pendant longtemps. Donc je suis d'accord avec toi. La BMF en soi, bon, de toute façon aujourd'hui, ce titre Baddest Motherfucker, de toute façon, j'ai envie de te dire, il est un peu galvaudé puisque ceux qui combattent pour ce titre-là ne sont pas forcément des BMF. Alors c'est pas parce que Charles Oliveira vient de la favela et parce qu'il a des tatouages et qu'il s'appelle de Bronx que c'est un bad boy. Bien au contraire, le mec il est là, il est super respectueux, il fait des câlins à tout le monde et tout ça. Donc là-dessus il y a pas de débat. C'est pas un BMF. Déjà de base, tu vois, on peut pas le considérer comme un BMF, même dans sa manière de Pas dans combattre. ce, ouais. Même dans sa manière de combattre. C'est un soumetteur, il fait des finishes, mais c'est pas comment dire, c'est pas un Poirier, c'est pas un Dan Hooker, c'est pas un Max Holloway, tu vois, qui, qui n'ont pas peur de saigner dans la cage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a pas peur de saigner quand même, de Bronx. Non mais, je suis d'accord, mais, Non, mais comment dire? je vois ce que tu veux dire. Les T'as, autres font des combats t'as de pas vécu la chiens, même tu vois. chose. Voilà, c'est ça. T'as pas vécu la même chose. Tu vois, tu vois, juste un élément. Charles Oliveira, il prend une frappe, il est connecté, il s'allonge. C'est son style. Il a raison de le faire. Je l'ai déjà Mhm. dit par le passé, il a raison de le faire, ça lui permet de récupérer et tout ça, et les gens ont trop peur d'aller au sol avec lui. Les autres, ils vont enfin, tu sais, ils vont arriver, ils vont continuer chaque frappe, ils vont continuer, ils vont avancer. Tu vois, ils vont serrer les dents. Tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose derrière. C'est, pour moi, c'est l'état d'esprit BMF. Tu vois, tu vois, je pense pas qu'un Charles Oliveira, alors je parle pas, tu vois, aujourd'hui, maintenant qu'il l'a fait, tu vois, Holloway, mais je pense pas qu'un Charles Oliveira, un jour dans sa vie, aurait pointé le centre-cage pour venir se régler avec quelqu'un, par exemple. Ouais, Tu c'est clair. vois, Poirier, il aurait pu le faire. Oui. Dan Hooker, il peut le faire. Holloway, il l'a fait. Donc là, c'est des vrais états d'esprit BMF. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont un passif. C'est vrai que c'est encore des mecs qui se sont affrontés. C'est un peu comme Holloway et Poirier, tu vois, par exemple. Ils se sont affrontés au début de leur carrière. Ouais. Ils se sont affrontés d'ailleurs aussi si je me trompe pas, dans la caté du dessous, les deux. Ouais, ouais. Oliveira, il était dans la Avant que, catégorie du dessous. voilà, avant qu'ils montent. Donc encore une fois, tu vois, et là, encore une fois, ça serait potentiellement pour un combat retraite de la part d'Oliveira. Tu vois. Donc
Holloway est devenu spécialiste dans le fait de reprendre des gens dans la KT du dessus pour leur retraite, bah allons-y, faisons ce combat, n'ayons pas peur de le faire. Mais par contre, j'ai peur pour, j'ai Moi, du j'ai mal à peur. pronostiquer ce combat. Mais j'ai peur pour Oliveira. Ah, moi, j'ai peur pour l'hiver, hein. Ouais. Je te dis honnêtement, bah déjà, si ça s'officialise, j'ai hâte de faire l'analyse de ce combat. Mhm. Mais On est deux. à première vue, quand je vois l'intelligence de combat du nouveau Holloway, enfin, version, je sais pas c'est quelle version parce que ça fait tellement longtemps qu'il évolue, mais on va dire sur ces deux derniers combats là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'en plus il va s'acclimater de mieux en mieux à cette nouvelle KT. Il va être de plus en plus performant, de plus en plus solide. Ah, c'est compliqué. En fait, quand Bah, tu vois à quel point il est ouvert, Oliveira, en boxe, je me dis que si Gamrot le touche autant, Holloway, ça va être 10 fois pire et Holloway fera bien plus fort, surtout dans cette KT-là. En fait, Holloway en boxe, ça va être une boucherie, dans le sens où jamais Oliveira pourra venir au contact comme il est venu au contact sur Gamrot. Effectivement, en 70, il frappe beaucoup plus fort. Il a prouvé qu'il pouvait éteindre dans cette KT. Il l'a prouvé, tu vois. Enfin, mettre un genou à terre à Poirier, tu vois, c'est tout le monde ne l'a pas fait. Tu vois déjà. Mettre KO Geji, tout le monde ne l'a pas fait. Enfin, il a prouvé qu'il était solide dans cette KT, qu'il était toujours aussi rapide, qu'il était beaucoup plus réfléchi. Tu l'as dit tout à l'heure. Il utilise beaucoup mieux ses kicks. Il se déplace toujours aussi bien. Pour venir lui mettre la main dessus en lutte, il faut pouvoir le cibler. Tu vois, il faut pouvoir Il casser la faut. distance. Et bien, une fois que tu as réussi à lui mettre la main dessus, pour l'amener, c'est tout aussi compliqué. Exactement. C'est-à-dire que lui, pour le coup, c'est vrai, j'écoutais Julien Casier qui disait que Gamrot, c'est lui qui lutte normalement, c'est pas les autres qui le luttent. Donc la défense de lutte, finalement, il la travaillait pas plus que ça entre guillemets, tu vois, parce qu'il la travaille, c'est sûr. Il est bon en défense de lutte, mais il est moins habitué à ce qu'on essaie de l'amener au sol. À Holloway, on a toujours essayé de l'amener au sol, et pourtant il s'est toujours relevé, toujours. Tu vois, même encore contre Topuria, Topuria qui est censé être un excellent lutteur, eh ben il s'est relevé. Tu peux pas le conserver au sol. Et au sol, il a un très bon sol en plus. Et il s'entraîne en jiu-jitsu brésilien, en kimono. Donc, tu sais, on parlait tout à l'heure de jiu-jitsu brésilien. Holloway, il est formé en jiu-jitsu brésilien. Alors, ça sera pas le même niveau Ah, c'est qu'Oliveira. pas Et le c'est niveau là d'Oliver. où, voilà, c'est là où je dis que c'est dur à pronostiquer parce que en fait, à partir du moment où Oliveira met la main dessus, on sait pas comment ça se passe derrière. Tu vois, s'il arrive à lui prendre le dos et tout ça, ça serait l'adversaire finalement à l'instant T le plus dangereux au sol qu'il affronterait. Oui, ouais. Parce que Donc quand tu regardes tous ses précédents adversaires, il y a des mecs qui sont bons en lutte, mais en termes de sol pur, il a affronté personne du niveau d'Oliveira. Allez, Ortega, qui était un bon grappleur, mais Ortega a zéro lutte. c'est ça, c'est ça. Mais donc c'est pour ça, ce combat-là m'intéresse énormément. Pour le coup, il m'intéresse énormément parce que ça, il y a un chemin de victoire pour les deux, tu vois. Mais je pense quand même à chaud, hein, faudrait analyser après, mais que si l'affrontement se fait, en fait, Oliveira il va passer un vrai sale quart d'heure. Je- Le truc, c'est que ce que j'ai peur, c'est qu'il le connecte à chaque fois, qu'Oliveira mette les fesses au sol, le dos au sol, sauf que Holloway il va pas rentrer dedans, il va le faire se relever, et il va le repunir, et ainsi de suite, comme ça, c'est ça, jusqu'à ce qu'Oliveira craque. jusqu'à ce qu'il le déconnecte. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est le combat à faire. C'est le combat à faire. Euh, Holloway, il veut le faire assez rapidement. Il veut pas attendre la Maison Blanche. Mhm. Donc ça peut se faire pour. Oliveira serait plus tenté à attendre la Maison Blanche, lui pour le coup. Je le comprends. Hein. Gros billet. Ouais. Euh, Holloway, je crois qu'il propose janvier, il me semble. Il me semble que j'ai vu quelque chose comme ça, vers janvier. Euh, Moi, ça me va, hein, janvier. Hein. Mm. Je suis pas Et il est obligé pas d'attendre fou, la hein, de toute Maison Blanche. façon. Hein. Après, est-ce que l'UFC va accepter? Est-ce que eux ne veulent pas que ça soit la Maison Blanche? Parce que Holloway il est américain.
Oui. Donc Bah ouais. ça fait la BMF sur la carte de la Maison Blanche, ça a de la gueule quand même. Ah mais bon, c'est loin, c'est très loin la Maison Blanche encore, hein. C'est loin. C'est vrai. Et lui, ça vient le stopper dans son avancée, tu vois. Ou alors il faudrait qu'il fasse un combat avant, mais au risque qu'il perde. Bah non, c'est S'il impossible. perd, Impossible. il y a plus d'intérêt. Mais oui, 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 je suis d'accord avec toi. Alors après, en termes de monnaie, d'argent, je pense qu'avec le deal, justement de la Paramount, dans la Paramount, à partir de janvier, de toute façon, tu gagneras pas forcément plus à la Maison Blanche que ce que tu pourras gagner Ah, ailleurs, je tu suis pas vois. d'accord parce que je pense que comme chaque événement exceptionnel égale bonus T'as des exceptionnel. primes. Oui, 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 Ah c'est là, vrai, c'est vrai. t'es pas à l'abri que tu claques le Fight of the Night et il y a Donald Trump qui te dit, allez, je te fais un petit virement en supplément pour mon anniversaire, c'est cadeau. Toi, je serais pas surpris. C'est mon anniversaire, c'est moi qui fais les cadeaux. C'est Je moi t'ai qui dit, fais le c'est comme cadeau. ça. C'est là, c'est le Concorde tout seul. Donc, si vous avez pas la ref, hein, c'est Coco l'éclate, hein. Enfin, c'est Coco, le film Coco avec Gad Elmaleh. Donc ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais par contre, si je me mets à la place d'Oliveira, si c'est son dernier combat, effectivement, le fait de faire son dernier combat sur un événement comme la Maison Blanche, pour lui, c'est l'apothéose. Mais c'est, moi, pour moi, c'est pas son dernier combat, hein. Où t'as lu que c'était son, qu'il avait dit ça? Je, Il a je jamais l'ai dit entendu. ça. Non, je l'ai entendu quelque part. Je sais pas où, je Ah, saurais parce plus te dire que où, mais je lui, l'ai entendu quelque part. j'ai vu un bout d'interview où il disait qu'il lui restait, qu'il était encore bien présent, qu'il lui restait des combats. Qu'on ne pas partir D'accord. maintenant. Bah, s'il perd, je sais pas. Non. De toute façon, son dernier combat, je le vois le faire au Brésil dans tous les cas. Il aura quand même son dernier combat au Brésil. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, je sais pas où j'ai entendu ça. Après, je te dis ça, ouais, j'ai pas, tu vois, j'ai rien, j'ai pas de capture d'écran de quoi que ce soit, mais pour le coup, j'avais entendu ça. Mais bon, après, peut-être que je fais l'amalgame avec le fait qu'il avait pensé à prendre sa retraite après Topuria. Après C'est peut-être ça Topuria, aussi. ouais. Ouais. Donc, peut-être que je fais une projection. S'il se fait connecter et déconnecter par Holloway, tu vois, que potentiellement, s'il prend 2 KO, qu'il puisse se dire, bon, allez, stop. J'ai un enfant en bas Je âge, suis pas j'ai ma convaincu, hein. santé. C'est presque normal pour chaque combattant, particulièrement en plus pour un mec comme Oliveira qu'on sait très émotif. Après un énorme KO comme ça, et ils pensent tous à la retraite. Tu vois, c'est courant, c'est pas le premier qu'on entend dire ouais, Geji, j'hésite, je veux partir, nanana. Puis finalement ils reviennent. Mais Geji après, tu vois, après Holloway, il y a pensé, tu vois. Hmm. Donc, écoute, à voir, à voir. Bon, faut qu'on avance. 45 minutes de podcast, on a fait que ce premier point et on en a d'autres. Ah, excusez-moi, je suis en train de mourir. On a eu un autre combat sur cette carte, le co-main event, c'était Davison Figueiredo contre Montel Jackson. Davison Figueiredo qui a battu Montel Jackson à la décision. Alors normalement ça aurait dû être une décision unanime, on va pas se mentir, hein, parce que il y a eu un 29-28, enfin 28-29 plutôt pour Montel, et tu as eu un 29-28 x 2 pour Figueiredo, sauf que en fait quand tu regardes que le fight, le juge qui a donné le fight à Montel Jackson, il a donné le round 1 et le round 3 à Montel Jackson. Dans aucun monde, tu ne donnes le round 1 à Montel Jackson. Quand tu vois comment il s'est fait dominer au sol par Figueiredo, ce n'est pas possible. Donc normalement, c'était une décision unanime. Suite à ça, Merab Valishvili a call out Figueiredo à Rio. Alors, on va voir après que finalement, bon, dans les tuyaux, c'est pas pour tout de suite, mais bon. Il a dit félicitations Deus Daguerre. Grande performance contre un adversaire de haut niveau, je t'attends. Donc voilà, c'est un call out qu'il a fait. Il a fait des call out un peu tous azimuts là, Merab, parce que j'ai l'impression qu'il veut tellement combattre souvent qu'il est en train tu sais, de prévoir les numéros, tu sais, d'appel. Tu vois, t'as Petroyan, après ça sera Figueiredo, et puis après on verra qui y aura derrière. Donc donc bon, c'est intéressant parce que ça fait un moment qu'il veut Figueiredo.
puisqu'il le voulait déjà avant de prendre Oumar Nurmagomedov. Donc pour le coup ce combat, je pense qu'on l'aura un jour, et ce combat m'intéresse quand même, tu vois. Même si je pense qu'il y a un monde entre les deux, mais bon, écoute, il y a du sol du côté de Figueiredo, il y a de la lutte, il y a de l'envie. Bon, Ouais. Compliqué. mais bon, après, on va pas se mentir, mais tout est compliqué. Mais c'est bien, hein, cette volonté de Merab d'appeler tout le monde. D'appeler tout le monde. Ouais, Tu vois, c'est le champion qui réclame des challengers. c'est ça. C'est bien. Et surtout, tu vois, qu'il veut donner sa chance plus ou moins à tout le monde. C'est-à-dire qu'il veut, voilà, il a battu le 1, le 2, le 3, et ben, il va demander le 4. Donc c'est bien, on va avoir des affrontements inédits avec le champion. Parce que c'est ce Mm. qu'il veut, Merab, hein. Il veut pas faire des revanches et des revanches et des revanches. Autant avoir un adversaire inédit, voir ce que ça donne. Même si, comme tu l'as dit, sur le papier, il y a quand même peu de chances que Figueiredo fasse quelque chose. Mais ça restera intéressant à voir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis de toute façon, dès qu'il y a du sang neuf, c'est intéressant. Tu vois, des Hein. matchs neufs, des match-up neufs, c'est toujours intéressant. Je m'en veux énormément, Monsieur Rolly. C'est pourquoi je m'en veux. Je t'ai dit avant qu'on enregistre. Je t'ai dit que Gamrot, il avait fait sa sortie. Ah oui. Et là, on a avancé, je l'ai pas dit, je l'ai pas lu. Gamrot, quand il perd, ça devient un poète. Le cercle des poètes disparus, les amis. Non, il faut que je vous la lise quand même. C'est pas grave. C'est pas grave, vous nous connaissez, c'est pas grave. On a tendance à faire des choses dans tous les sens, mais écoutez. Fais-le en mode slam, grand corps malade, s'il te plaît. Je, je dépose en slam pour Mateusz Gamrot. Le loup n'a pas, non, je peux pas le faire comme ça, c'est pas possible. Le loup n'a pas pu traverser la tempête. Le vent était trop fort, la foudre trop proche, et le sol sous ses pieds tremblait comme un cœur. Il est tombé, et non pas par manque de courage, mais à cause du poids de tout ce que le ciel portait. Mais même alors, il n'a pas reculé. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas plié. Il n'a pas abandonné. Il le dit 2 fois. Il a levé la tête vers les nuages noirs et le regard tendu, les larmes aux yeux. Il a dit, ce n'est pas fini. Car même si la tempête a arrêté son pas, elle n'a pas brisé sa route. Au fond de son cœur, la flamme brûle toujours. Et c'est elle qui le guide encore, à travers le vent, la nuit et l'incertitude. Le loup n'a pas traversé la tempête, mais la tempête ne l'a pas brisé non plus. Mateusz Gamrot, 2025. Il peut pas dire, ouais, écoutez, j'étais en short notice, c'était compliqué, voilà, le cutting, 12 jours de prépa. Non, non, non. Non, non, le mec, il nous a fait une tirade digne d'un Baudelaire. Magnifique. Après les fleurs du mal, les fleurs du sale. Ah là là. Ouais, bon, bah. Il cherche pas d'excuses au moins. Non, 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 non. Si on lit entre les lignes, il reviendra plus fort. Ah, Voilà. c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Ne cherchons pas plus loin. Bref, avant de commencer de parler des annonces de fight qu'il y a eu par Dana White la nuit dernière, hein, on va pas se mentir, juste aussi ne pas hésiter à parler de l'entrée de Bia Mesquita quand même à l'UFC, son premier combat à l'UFC. J'ai pas vu le combat. T'as pas vu le combat? Elle a affronté Irina Alexeva. Bon, c'était un match-up parfait hein, pour elle. Hein. C'était pour le coup, c'était une entrée bien faite, bien choisie, rondement menée. En cette carte préliminaire de cette UFC Rio, Bia Mesquita qui est une énorme championne. Pourquoi on en parle? Parce que c'est une des plus grandes championnes de jiu-jitsu brésilien qui a foulé le sol de ce sport, qui s'est mis au MMA, qui était à 5-0 à son entrée à l'UFC et qui l'a nous gratifie d'une belle soumission au round 2, après avoir dominé de la tête et des épaules le round 1. Grosse lutte, gros sol, dans une KT justement des poids coq, qui n'est pas la KT la plus relevée de l'UFC, hein, on va pas se mentir. Donc en tout cas, jusqu'au top, avec les Kayla Harrison et peut-être une Nunes qui reviendrait, tu vois, il y a des certains profils comme ça, mais honnêtement, ayez ce nom en tête, Bia Mesquita, Béatrice Mesquita. On va essayer de la suivre. Moi, c'est sûr que je vais la suivre. Hein, c'est sûr, je vais voir son évolution. C'était Je son pense que ça premier va monter fight? très très vite.
C'était son Premier premier fight à fight à l'UFC. l'UFC. Et la Ouais. personne qu'elle a affrontée, elle est pas dans le top 15. Non, 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 non. Non, ok. Justement, tu vois, ils l'ont fait rentrer tranquillement. Quoi que je te dise. Non, non, mais non, c'est sûr que non. Elle était à 5-4 en carrière, donc. Attends, de toute façon, il y a des rankings, hein, on va pas se mentir. Féminine. Kayla Harrison, elle est où? Elle est là, poids coq. Non, 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 pas du tout. Bah non, non, elle est loin du top 15. Ok. Donc voilà, mais une chose est sûre, c'est que ça va aller très vite dans le top 15 Bia Mesquita. On sait qu'ils aiment bien ce genre de profil, les faire monter très vite quand c'est des célébrités, donc enfin des gens qui ont déjà un passé, tu vois. Donc bon, jetez un œil parce que franchement, quand on regarde, il y a beaucoup de strikeuses dans cette KT en plus, donc ça peut aller très très vite. Maintenant, peut-être qu'elle peut se planter et se prendre des KO, hein. Mais de ce que j'ai vu, ce week-end, elle a pas peur de prendre des frappes. Et puis surtout, quand elle arrive en lutte après, une fois que c'est au sol, c'est fini, tu te relèves plus. C'est terminé. Si tu vas au sol avec elle, c'est terminé, tu te relèves plus. Ça veut pas dire qu'elle va te soumettre au premier round, hein. Mais c'est terminé. Et en plus, elle avait un joli grand end. Donc, à voir. Si tu peux revoir le combat, si Ouais, je t'arrives vais à revoir revoir. le combat, n'hésite pas. Mais franchement, pas mal. Voilà. Parenthèse fermée. Bia Mesquita, Béatrice Mesquita. Jetez un œil sur elle. Et puis on en rediscutera plus tard. Les annonces de fight, je les ai publiées sur nos réseaux sociaux. Il y a du lourd qui s'annonce. Il y a du lourd qui s'annonce, que ça soit sur l'UFC 322 ou l'UFC 323. On va commencer avec le 322 au Madison Square Garden le 15 novembre, avec l'annonce de Sean Brady contre Michael Morales. Michael Morales qui est invaincu pour l'instant, 18 victoires, 13 KO, une soumission, 4 décisions. Il vient de battre par KO coup sur coup Neil Magny et Gilbert Burns. J'aime bien. J'aime bien le combattant, mais j'aime bien ce fight, même si j'ai un petit bémol. J'en discutais avec un de nos auditeurs, Julien, tout à l'heure. Euh, pour moi, ce qui est chiant, c'est que Sean Brady, on le met en Ça gatekeeper un petit recule. peu, tu vois, Ah ouais, d'un nouveau prospect, tu vois. ça le truc. Alors s'il le passe, c'est bien, ça, voilà, ça, il fermera une porte et puis bah, il va encore montrer qu'il a le niveau pour aller chercher le titre. Mais en tout cas, bon, écoute, sur le papier, j'aime bien ce fight. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. C'est-à-dire que le combat me plaît. De toute façon, j'avais envie de revoir assez rapidement Brady après sa dernière perte contre Edward. Donc je suis content, mais je pense il aurait pu mériter mieux en termes de ranking. C'est C'est juste ça. ça. En tout cas, aller voir vers le haut, prendre un combattant effectivement mieux classé ou avec Une une plus grosse hype plus grande. notoriété. Voilà. Ouais. C'est ça le truc. Ça montre que Sean Brady, c'est pas dans les calculs de l'UFC, il y a pas Sean Brady pour l'instant. Et que soit ça, soit le fait, ou alors soit battre Leon Edwards, bah ça a pas de valeur aux yeux de l'UFC. Ce que je peux comprendre aussi. Parce que vu les dernières perfs de Edward, c'est pas fou. Mais bon. C'est vrai que quand tu vois, on a fait plein de plans sur la comète, quand tu vois tous les noms qui se mélangent dans cette KT, il y a quand même des superbes oppositions à faire avec des mecs très connus. Donc Mhm. c'était faisable. Maintenant, écoute, et Morales, c'est pas dégueu, hein. Là, je parle pas en termes de niveau, hein. Morales, de ses derniers combats, c'est très solide. Mhm. Donc, écoute, on Bon. verra. Après, c'est Neil Magny qui est résilient, mais c'est pas non plus, aujourd'hui, c'est plus le top. C'est Ça, vrai. Gilbert Burns, Burns qui est sur la fin. voilà. Faire attention, hein, parce Ouais, que ouais. voilà, c'est pas non plus, faut pas s'enflammer non plus, tu vois. Mais Eh ben, écoute, on effectivement, aura la Morales qui est réponse là. classé 8, tu vois, pour le coup, regarde, pour le coup, Morales classé 8, Sean Brady classé 2. Hmm. Normalement, quand t'es classé 2, c'est fini. Enfin, tu vois, t'affrontes un. Alors, ils ont peut-être pas voulu le remettre face à Belal Mohamed parce qu'il l'a déjà battu, tu vois. Mais après en dessous, il y a qui? Léon Edwards, Oui Shafkat, et qui est non. blessé, enfin qui revient de blessure. Oui et non, parce que tu sais, on a été les premiers à longtemps dire des fois il faut que les mecs du haut du classement affrontent les mecs plus bas pour justement qu'il y ait ce renouvellement. Hum. On peut être agréablement surpris.
comme il peut lui rouler dessus, et dans ce cas-là, l'ordre établi a été respecté, et lui, ça lui a fait un fight en attendant, il a pris son argent, et tout le monde est content. Donc, on va regarder ça. Ouais, ouais. Après, faut voir les plans aussi qu'a l'UFC pour d'autres combattants, tu vois. Moi, on l'avait déjà dit, hein, mais Sean Brady contre Kamaru Usman, ça m'aurait bien plu, tu vois, par Moi aussi, exemple. clairement. Mais Donc, Ousmane, il on est sur parlera de d'autres Kamaru projets. Usman. Ouais. On va en parler tout à l'heure, ouais, effectivement. Ensuite, à l'UFC 323, alors là, il y a pas mal de fights qui sont sortis. Alors, on va les remonter. Comme ça, on finira par le main event. Je pense que ça sera le main event de toute façon. On a Faresiam contre Nassim Sadikov, donc le retour du français Faresiam qui n'avait pas pu combattre à l'UFC Paris puisqu'il avait perdu sa grand-mère, si mes souvenirs sont bons, et donc voilà, ils l'ont mis face à Nassim Sadikov qui est un bon combattant, hein, 11 KO, 11 victoires, une défaite et un match nul avec 8 KO, 2 soumissions et une décision, et il a perdu une fois par soumission. Donc duel de striker. J'ai regardé un petit peu Sadikov, ça boxe bien. Bon, maintenant en face on a Faresiam qui boxe très très bien. Écoute, le match-up est pas déconnant, tu vois, pour le coup. Enfin voilà, bon, on est toujours pas dans le top 15, hein, on va pas se mentir. Mais attends, je revérifie, hein, Écoute, que je dise pas de bêtises. je suis contre. Non, 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 on n'est pas dans le top 15. Non, il y a pas de top ni pour l'un ni pour l'autre, hein, mais en tout cas voilà, c'est Je suis voilà, content de voir c'est un Fares revenir. Maintenant, j'ai quand même ce petit regret qu'ils aient pas rebooké le combat contre Kay Fernandez. Quand j'ai vu la perf ouais. qu'il a fait à l'UFC Paris, c'était vraiment le combat que je voulais voir pour Fares. Ouais, j'avoue Parce que là, en parlant de duel de striker, ouais, c'est vrai. ouais, même s'il est pas classé, il a été impressionnant et il a impressionné beaucoup de monde. Donc battre ce mec-là, ça te donne beaucoup de valeur. Et c'est vrai que la performance qu'il avait fait, c'était très impressionnant. Écoute, en tout cas voilà, Faresiam qui continue son petit bonhomme de chemin, il a le temps de toute façon. S'il peut faire une belle performance, tu veux, sur un beau duel de striking avec peut-être potentiellement un beau KO, tu vois, bon, on va pas s'en priver, hein, parce qu'en plus ça serait, s'il arrivait à le faire, ce serait la première fois que son adversaire tomberait KO, donc ça aurait de la valeur, tu vois, pourquoi pas. En tout cas, on va suivre ça. L'UFC 323, hein, c'est 6 décembre, T-Mobile Arena, c'est ça que j'ai pas dit déjà pour l'instant. Donc voilà, on aura le temps d'en rediscuter de toute façon de Faresiam, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de le retrouver dans la cage et de le voir évoluer en espérant que cette fois-ci l'UFC en cas de victoire, voilà, lui donne du crédit. En fait, c'est vraiment ça. Ensuite, on a Henri Cerudo qui revient. Henri et son judo, son judo. Euh... Ah ouais, l'époque des qui, notes sur papier. elles sont sur papier, elles sont toujours sur papier, mais enfin elles sont Ah sur non, la c'était sur la tablette, elles sont tablette. toujours manuscrites. Ouais. Ouais, mais c'est toujours manuscrit. C'est seuls les vrais, tu vois, qui nous suivent depuis longtemps auront cette ref. Va affronter Peyton Talbot. Donc Peyton Talbot qui continue son ascension, il est revenu sur une victoire la dernière fois. Ils lui mettent un nom cette fois-ci en la personne de Cerudo. Ils lui mettent un bourbier. J'ai peur du bourbier, ouais. À lui mettre un sacré bourbier. Hein. Franchement, Talbot déjà, il s'était fait dominer quand il avait perdu là. Alors pas son dernier combat, mais celui d'avant. Il s'était fait dominer au sol. On avait vu des failles dans son jeu. Bon, il a réussi à revenir avec une victoire. Mhm. Mais là, stylistiquement, Cerudo, peut lui faire vivre un enfer. Hein. Ouais. Ouais, parce que là, pour le coup, c'est pas le même niveau de lutte Ah non, là, en c'est un autre boxe. monde. En C'est un boxe, autre c'est pas monde. dégueu hein, non plus, hein, Cerudo, hein, c'est pas dégueu. Donc C'est loin d'être dégueu. voilà, donc Peyton Talbot, c'est un excellent boxeur, hein, mais il aura quelqu'un en face quand même. Après, ça dépend. Cerudo, ça dépend comment il vient aussi à ce combat-là, tu vois. Est-ce qu'il vient dérouler ses derniers fights et puis qu'il sera pas en shape, et, voilà, ou est-ce qu'il vient vraiment encore une fois pour performer? Ça reste un sportif de haut niveau. Bah, écoute, moi, Potentiellement, il pourrait vraiment. quand je vois ses dernières perfs, mais alors oui, il est dominé par Merab, il n'y a pas photo.
Mais enfin, il est quand même à un sacré niveau. Mhm. Tu vois, il est pas ridicule. Oui, il se fait jeter en l'air et tout, on retient que ça, mais quand tu regardes la perf, de toute façon, Merab, il jette tout le monde en l'air. Et c'est Judo, Oui. c'est pas n'importe qui. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ce combat annoncé, je me suis dit, waouh, là, il va prendre une clim, Talbot. Ouais, ouais. Si tu regardes, J'ai bon après il l'impression est que ce sur. combat, il est un peu tôt quand même dans sa carrière. Bah surtout qu'il est pas encore dans le top 15. Hein. Et là, Cerudo, il est 10. Donc c'est une entrée dans le top 10, tu vois. Il aurait pu avoir des étapes avant ça. Mm. Il est sur 3 défaites, notre cher Cerudo. Il a perdu, et voilà, 3 défaites contre qui? Contre Sterling. Tu vois, donc décision partagée. Donc c'était quand même, voilà. Merab, décision unanime. Et contre Son Yadong, décision unanime aussi. Donc compte rendu, est-ce qu'il nous donne les euh, sur 3 rounds? Ouais, bon, c'est pas grave, j'ai la flemme de lire les statistiques. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi, voilà, il perd, mais contre contre le top de la catégorie, puisque, attends, je vais reprendre Sangyadong, il est Regarde, 5 ouais. il est 5. Donc voilà, ça reste, quand il perd contre le top 5 et contre 2 anciens champions. Donc on va pas se mentir, faut pas non plus, enfin voilà, faut mettre ça en lumière, tu vois. Donc effectivement, écoute, ils font un accélérateur de carrière pour Peyton Talbot, on verra si ça passe. J'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir ce combat. On Ouais, aura des réponses. ça reste intéressant. Mais je te dis, dans ma tête, il y a quand même là pour le coup, et c'est rare de le notifier, il y a un monde d'écart. En lutte, ouais, ouais, ouais. Ne serait-ce qu'en lutte, déjà. Ne serait-ce qu'en À voir. MMA tout court. Ouais, ouais, non, c'est vrai, même en MMA. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, à voir. Pas longtemps à attendre. Ensuite, un autre combat qui a été annoncé, et ça on le savait que ça allait se faire, mais bon voilà, ça a été officialisé, c'est Pantoja contre Joshua Van. Joshua Van qui va faire son 4e combat en 2025, qui va être le premier aussi, plus de 2000, d'années après l'année 2000, qui Un va combat faire pour un une combat ceinture. pour le titre. Donc, écoute, Joshua Van, il a monté les étapes hein, au fur et à mesure du temps. Il a battu Royval sur son dernier combat. Donc voilà, il est classé numéro 1. Hein. Il a pas volé sa place. Elle est Hmm. là, sa place. Il a été la chercher. Il a fait ce qu'il fallait pour la prendre. Bon, on en a déjà parlé hein, de ce combat. Moi, je vois quand même le combat à la faveur de Pantoja, comme ça, à chaud. Faudra faire l'analyse, bon, je Ouais, pense qu'il va tomber sur un bourbier qui va l'emmener dans des eaux très troubles au sol. on est Mais d'accord. bon, Mais c'est le combat à faire. j'aime le fight. Tu vois, Ouais. t'es un peu bloqué parce que c'est le combat qui a du sens. Comme tu l'as dit, classé numéro 1, il a gagné sa place. C'est juste un peu tôt pour lui. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Mais il faut faire le combat. Mais en même temps, il a battu Royval, qui était dans le top 3, tu vois, dans le top 5 de cette KT, enfin, qui était même le numéro 1 contender, je crois, au moment où il le bat, si je me trompe pas. Bon, écoute, de toute façon, on a un Pantoja qui est dans une situation où il a battu très clairement tout le monde. Donc, il faut faire monter des profils et Joshua Van est un profil marketable en plus parce qu'il a commencé le MMA très tard, qui s'est donné les moyens d'évoluer à l'UFC et de monter très vite. Hein, on l'a dit, hein, 4 combats sur une année, c'est pas tout le monde ne fait pas ça. Donc, il a fait des masterclass en boxe, excellent boxeur. Donc maintenant, faut voir ce que ça va donner contre Pantoja. Hein. Pantoja qui a jamais bronché en boxe aussi. Hein. Pantoja, c'est une masterclass pas qu'au sol, c'est une masterclass en MMA. Pantoja, il est impressionnant. Voilà. Moi, j'ai un peu peur. Alors, c'est pas la même chose que le profil que je vais donner parce que le profil ils l'ont propulsé tout de suite sans faire de combat test avant. Mais j'ai un peu peur de voir un remake de Herseg. Ah ouais?
Bon, ça a bugué. Une fois n'est pas coutume, vous êtes habitués, hein, et non, l'est aussi. On a la procédure maintenant. Tu me disais pour Herseg que vas-y, tu me disais Non, quoi? moi je vois le combat contre Van plus facile que contre Erceg. Parce qu'Erceg, il a quand même un très bon sol. Je vois pas Van au niveau d'Erceg au sol. Ouais, en fait, quand je dis ça, je fais pas la corrélation parfaite entre les deux, parce qu'effectivement, en lutte et au sol, il est bon, Herseg, mais c'était plus dans le sens où tu fais monter un profil avec un espoir, et puis que finalement cet espoir s'évanouit entre les pattes de Pantoja, tu vois, c'est-à-dire dans le sens où il va une nouvelle fois renvoyer le nouveau prospect, tu sais, plus bas, Ouais, tu mais vois. c'est pas passé loin quand même, Erceg, hein. Franchement, enfin, de mémoire, le combat, il est quand même bien accroché le combat contre Erceg, hein. Sur les dernières prestations du champion, c'est l'adversaire le plus solide qu'il ait eu, hein. Peut-être, peut-être. J'ai Parce plus que parce le que combat. parce que de mémoire, hein, on regarde le cinquième round. En plus, on parle par message et il fait une erreur dans le cinquième round, mais on est quasiment à 2 rounds partout, hein. Ouais, peut-être. Je t'avoue que j'ai plus véritablement le Ah, en fight tout en cas, c'était mémoire un, non c'est- plus. c'était un très beau combat. Et il y a eu des bons moments pour Erceg. Non, non, c'était pas un combat dégueu, hein, qui fait Erceg, hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Après, peut-être que je suis faussé aussi par les prestations d'Ersec depuis. Après, voilà. C'est ça. Donc, euh, donc bon. Mais en tout cas, voilà, on va voir ça. C'est un combat qui fait sens. En tout cas, c'est un combat qui fait sens. Donc, et il me déplaît pas. De toute façon, moi, voir Pantoja dans une cage, ça me déplaît jamais. Donc, pourquoi pas. Et puis cette opposition, on va dire, de style. Même si on a vu que finalement, dès qu'il y a un striker contre Pantoja, on sait qu'il l'emmène en eau profonde et que derrière au sol, c'est très très Et, compliqué. ouais, mais tu sais, d'un autre côté, je vais faire le parallèle avec Merab, où on sait que les strikers, c'est très compliqué pour les strikers, mais d'un autre côté, je pense que la solution contre ces mecs-là vient d'un striker. C'est-à-dire que ces mecs-là, pour moi, si tu les déconnectes pas, tu peux pas les battre à la décision. Certes. Maintenant, attends, que je regarde Joshua Van. Parce que le truc, c'est... il a 7 victoires par KO sur 15 victoires. Ok, certes. Mais Certes, contre qui? certes. Mais contre qui Alors, contre Royval, ça va à la décision. Contre Silva, c'est un KO dans le troisième round. Donc déjà, faut-il aller jusqu'au troisième round? Je me souviens, c'était à 4 minutes, c'était à toute fin du troisième round. Contre Tsuruya, c'est une décision. Contre Durden, c'est une décision. Ouais, donc c'est KO remonte. C'est ça. Ouais. Contre Johnson, c'est un KO au troisième round. Par contre, là, contre Cherez, là, je sais pas, y a pas marqué. Bref. En tout cas, quoi qu'il arrive, s'il y a KO, c'est un KO tardif. Ouais, Donc, c'est ouais, pas, compliqué. c'est pas un mec qui éteint la lumière, quoi. C'est un mec qui Compliqué. t'use. De toute façon, on le sait, on a vu les combats, hein. C'est un mec qui t'use, c'est un mec qui te boxe, qui va te Ouais, mais toucher, bon. qui va faire du dégât, et tu finiras par craquer, tu vois. Il a un mec inusable en face et surtout un mec qui refuse de craquer. Tu vois, s'il y en a un qui craque, ça sera pas Pantoja dans la cage. En tout Non. cas, pas maintenant. Le mec, il ne montre pas une émotion. Le mec, il se fait taper par les plus gros cogneurs de la KT, et il montre pas une émotion, il n'y a pas un rictus. Il est flippant. Mm. Bref. Donc bon, comme ça, je vois quand même un Pantoja au-dessus. Et le dernier fight qui a été annoncé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Merab Dvalishvili contre Petroyan 2, la revanche. Il l'a appelé, il a vraiment été dans le bureau dans les bureaux de l'UFC pour demander ce fight. Ils lui ont dit bon, il a demandé ça pour décembre. Il ciblait justement la fin d'année. Ils ont dit qu'ils allaient tout faire pour. Ils l'ont fait. 4e défense de titre pour Merab cette année. C'est impressionnant. 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 Ouais.
Bah écoute, y a pas grand-chose à dire, hein. Ce combat, en plus, on en avait déjà parlé. Où je vois en gros un remake du premier fight, hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis Il y a un d'accord et autre, tout le monde voit ça aussi, hein. ouais ouais, et il y a un autre combat qui a été annoncé, que j'ai vu, qui a été partagé sur le groupe Ikusa. Je pense que c'est Jinkoa qui l'a partagé. C'est O'Malley contre Song Yadong. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, C'est ouais, ouais. officiel? Alors, bah apparemment, de ce que j'ai lu. Là, j'ai pas accès, mais si tu peux aller sur le groupe, il l'a Je partagé vais, juste avant. J'ai vu ça juste avant qu'on enregistre. je vais aller sur Et ce combat, il me plaît bien, hein. Marcel Dorf. Marcel Dorf. Parce que c'est lui qui partage tous les fights. La preuve, c'est que là, on a Vettori contre Bruno Ferreira. On a, on s'en fout, on connaît pas. Gna gna gna. Parce que ça fait un moment que O'Malley Non. n'a pas affronté de striker. Écoute, je vois pas d'Omalay. Il y a Brandon Royval contre Tsatsuro Taira à l'UFC 323, ouais, qui est sorti. Pas mal ça. Il y a Blakovic contre Bogdan Guskov à l'UFC 323. Et l'UFC 323, c'est quelque chose, hein. C'est C'est quelque chose, cette le. UFC Attends, 323. il tombe à quelle période? C'est pas le premier ou Non, 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 qui est pour la c'est le Paramount? 6 décembre. Non, non, c'est le 6 Ok. décembre. Ah C'est donc pour c'est le clôturer dernier de l'année. l'année. Bah C'est le c'est le dernier de dernier l'année. pay-per-view en fait. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Après, je me fie à Marcel Dorf. Marcel Dorf, c'est quand même le journaliste qui un des plus fiables sur les annonces de combat. Moi, à chaque fois que je vois une annonce de combat, je me méfie toujours des rumeurs. Je vais toujours voir sur Marcel Dorf et donc là, je vois pas. Non, ça doit être une rumeur. Ok. Mais ouais, c'est possible. Mais elle avait du sens. Et sur le Ah papier, oui, ça reste un combat intéressant niveau striking. ouais, je suis d'accord. C'est un combat qui fait sens et quand tu vois le reste de la KT, oui, effectivement, oui, c'est Hmm. en termes de classement, c'est C'est intéressant. cohérent. Ouais. Donc Donc ouais, à voir, à voir. En tout cas, ce UFC 323, il est chaud. Il est très très chaud. Tu sens la fin d'année en nuit blanche, tu sais, c'est comme ça. Avant la Ouais, Maison non, Blanche, mais t'as en les plus, nuits comme je te blanches. dis, c'est le dernier pay-per-view. C'est le dernier pay-per-view. Donc ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et Merab Dvalishvili qui parle déjà de recombattre après en mars. Il va combattre en mars et puis après il va demander la Maison Blanche et C'est oui, ça. il veut combattre tous les 2 mois. Il Merde. veut combattre tous les 2 mois et en fait, il veut battre tous les records. En fait, tout simplement, il a pas le temps. Il sait qu'il peut perdre à tout moment, il le dit. Il le dit, Mm. gagner, perdre, ça peut arriver. Donc tant qu'il gagne, bah il va combattre et combattre et combattre et combattre et combattre. Et il a raison. Il a raison, il nous fait kiffer. On est content de le voir dans la cage. Voilà, champion hyperactif. Bah sur ce profil, ouais, avec son profil, c'est vrai que c'est autant il y a des combattants qui ont besoin de pause, autant lui tu sens que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Il arrive à performer, tu sens pas de, ça ralentit pas. Tu vois, tu sens pas de fatigue. De toute façon, je sais même pas s'il ressent de la fatigue, Merab. Je crois pas. Il a des perfusions Red Bull, lui. C'est le Ah, lapin c'est du compliqué. Racel. Ouais. Ah ouais. Mais il faut qu'il arrive Infatigable. comme ça. C'est dommage, tu vois, que l'UFC, que l'UFC nous prive d'entrée, c'est étrange. Parce que je le verrais, lui, je le verrais très bien Au rentrer en Japon, lapin du Racel. au Japon, il l'aurait fait. Ouais, je te jure. Tu sais, je te jure, en lapin du Racel, il débarque comme ça, tchic, avec ses oreilles comme ça, tu sais, t'imagines? Ça aurait été Franchement. exceptionnel. Mais ouais, non, mais il a raison. Ouais, c'est effectivement, et surtout, il n'y a pas de perte de motivation ou de plaisir. Au contraire, il kiffe être là, il kiffe être dans la cage, donc pourquoi l'en priver, honnêtement. Donc voilà. Mais On enchaîne. en Ouais, vrai, vas-y. pour un combattant, le plus grand kiff, c'est le combat. En fait, la démotivation, elle vient de l'entraînement. Tu vois, c'est de plus en plus dur de se lever le matin pour aller s'entraîner, etc. Mais le combat, c'est une sorte de récompense, en fait. Donc là, oui, il a de la motive puisqu'il enchaîne les combats. Tu vois, il diminue les périodes d'entraînement pour enchaîner les combats.
tout cas, c'est Ouais, mon après, ça ressenti, hein. dépend. C'est vrai que c'est Ça dépend des compliqué. combattants. Franchement, les périodes d'entraînement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Les camps d'entraînement, c'est laisse tomber. Ah, moi, je pense que ça dépend des profils. T'as des profils qui kiffent s'entraîner, qui kiffent être en camp, qui sont en camp tout le temps. Enfin, quand je dis en camp tout le temps, tu vois, qui s'entraînent tout le temps, qui sont toujours à la salle. Le combat, c'est la cerise, peut-être. Mais je pense qu'il y a des combattants qui vivent pas forcément super bien leur combat non plus, tu vois, qui sont là parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Et t'en as pour qui c'est un plaisir et t'en as pour qui c'est gagner leur vie, tu vois. Et je pense que ça dépend des profils. Merab, je pense que c'est un mec qui kiffe. Tu vois, vraiment, il est là pour le plaisir d'être dans cette cage. Et je pense que c'est pas vrai pour tout le monde. Ouais, non, ça se ressent. Oui, probablement que c'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense quand même qu'une majorité des combattants, quand t'as choisi cette voie, c'est ce que tu kiffes faire. C'est Et sûr. le combat, c'est comme tu dis, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. En tout cas, un qui veut mettre un peu de chantilly au-dessus de la cerise, vu qu'on est dans la corrélation, c'est Kamaru Usman, qui vise en fait, lui pour le coup, on pensait qu'il allait s'installer, se réinstaller dans sa catégorie, il vise une deuxième ceinture. Donc il dit je veux faire comme Conor McGregor, gagner des titres dans deux divisions, pardon. Je ne veux pas juste me retirer après avoir régné sur une seule catégorie. Si j'en ai l'occasion, je vais aller chercher un deuxième titre. Quand je partirai, je veux que les gens se souviennent que j'ai dominé dans plus d'une division. Écoute, pourquoi pas? Parce que effectivement, je pense qu'il a, alors il a le potentiel. Honnêtement, avec ce qu'on a vu, il a le potentiel d'aller rechercher sa ceinture. Ce serait pas déconnant. Je dis pas que ça serait facile. Attends, il a le Ça serait... potentiel de combattre pour la ceinture. Maintenant, de là à la reprendre, c'est compliqué à dire. Non, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Il a le potentiel d'aller rechercher sa ceinture. Ça serait pas facile, mais je pense qu'il a la capacité d'aller la gagner. Une deuxième fois. Ça dépend de qui, de quoi, de quand, de comment. Tu vois, il y a toujours plein de facteurs, ça reste du MMA. C'est pour ça que parier sur le MMA, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Maintenant, alors, au-dessus, il y a qui? C'est Chimaev, le champion. On est d'accord. Chimaev, il a évolué depuis qu'il est monté. Physiquement, notamment. Bref. Mais, on a déjà eu un premier affrontement entre les deux. En 3 rounds. Avec un Kamaru Usman qui était en ultra short notice de 10 jours. Qui a appris qu'il allait combattre, il était en boîte de nuit. En train de siroter 2-3 Sex on the Beach. Et je me dis qu'un Kamaru Usman bien préparé sur 5 rounds, potentiellement, il peut le faire. Encore une fois, je dis pas que c'est facile. Parce que il faut passer ce premier round et il a réussi à le passer la dernière fois. Est-ce qu'il arrivera à le passer une deuxième fois? Maintenant, sur le papier, on a vu que c'était possible. C'est pas déconnant comme projet. Puis il prend pas trop de risques. Enfin, quand je dis pas trop de risques, tu vois ce que je veux dire, c'est hyper, tant pis, il aura Oui, oui, perdu, bien on aurait sûr, été du dessus, tu bien vois. sûr, bien sûr. Je comprends l'idée. Je suis moins confiant sur la faisabilité, mais je comprends l'idée. Je pense que, voilà, si on veut, alors, si on veut se fixer un objectif honnête et faisable, ça serait reprendre la ceinture des welter pour l'instant. Ça, je pense qu'il peut le projeter et ça peut être atteignable. Ça peut être atteignable. Je pense qu'il a un combat potentiel du titre. Dans l'idéal, là, tu le fais combattre là très prochainement. Il gagne. Et puis après, tu organises le combat pour la ceinture à la Maison Blanche. Parce que Kamaru, en plus, c'est un grand champion américain. Mhm. Ça fera un super combat à la Maison Blanche. J'aime bien parce qu'on cale tout le monde à la Maison Blanche. En fait, il va durer 2 jours l'événement à la Maison Blanche. Avec 8 titres. Non, mais c'est Non, vrai mais qu'on parce veut qu'en caler fait, tout le monde. tous les Mais matchs sont à la Maison Blanche. Et on finit avec un main event, Donald Trump contre Dana White. Pour la ceinture de la carotène, de la bêta-carotène. non, mais voilà, de Pour le plein prix... Attends, non, j'ai mieux. Pour le prix Nobel de la paix. Bref, passons. de, de plein de combats dont on a parlé,
Kamaru, il a largement sa place sur la Maison Blanche. Ah bah Pour ce oui. qu'il représente pour les États-Unis, pour le grand champion UFC qu'il a été. On parle d'un mec qui a été un des champions les plus dominants des welter, qui est une KT importante, tu vois, une KT où le niveau est relevé. Et en plus, en fonction de qui est le champion, tu vois, c'est un Makhachev champion, enfin un combat de malade. Et oui, je suis d'accord, ouais, parce que quand tu parles de Kamaru, dans le GOAT de cette KT, on le met en concurrence avec Georges Saint-Pierre. Tu sais, il y a vraiment des gens qui sont là à se dire, est-ce que lequel des deux est le véritable GOAT de cette KT des 77, tu vois. Donc, Ouais, bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat moi non à plus, ce mais il y a un niveau-là. débat par le public, tu vois. Mais en tout cas, oui. Ouais. En tout cas, ça a été le champion le plus dominant, hormis Georges Saint-Pierre. Donc ouais, non, je suis d'accord. Et effectivement, l'affrontement contre Makhachev, ça serait extraordinaire. Mais faut-il déjà que Makhachev passe Jack Della Maddalena? Ouais, tu vois, il y a beaucoup trop de choses à projeter. C'est bien de chercher à se motiver pour Ousmane, de se lancer des défis, etc. Je pense que c'est ça aussi qui le maintient motivé. Maintenant, voilà, c'est combat après combat. Déjà, à voir, il le place contre qui. C'est ça, en fait. Là, il faut qu'il combatte. Parce que Buckley, on a vu, Buckley, c'est très solide, hein, il était sur une bonne série, mais c'est encore un cran en dessous tu vois, du top niveau. À Ouais, je suis voir ce qu'il d'accord. donne contre ces gars-là. C'est ça. Avant même de parler de titre, déjà parlons de combattre. C'est vrai que Ouais, parce que plus tu le fais attendre et plus ses chances s'évanouissent aussi, tu vois. ouais. Donc bon, à voir. On attendra les annonces pour Monsieur Kamaru Usman. Petite déclat de Dylan Dennis. Dylan Dennis, très grand champion de jiu-jitsu brésilien, qui a été et qui est toujours le sparring de Conor McGregor, hein, un de ses sparring principaux, notamment sur la partie sol, qui nous dit, parce que là on parlait de Khamzat Chimaev, qui est champion de la KT du dessus, qui nous dit qu'il battrait volontiers justement Chimaev si jamais on le laissait rentrer à l'UFC. Il dit, est-ce que je vais à l'UFC, je pourrais battre Islam Makhachev, John Jones, tous ces gars. Qui est le champion en 84? Je parierais tout l'argent que... Alors attendez, je vois plus rien. Je commence à être fatigué, les amis. Je parierais tout l'argent que je lui botterais le cul. Après c'est plus bas. Regardez comment De Regno, donc Gilbert Burns, a combattu Khamzat. C'est la clé pour le battre. Il faut du vrai jiu-jitsu. Tu ne peux pas te recroqueviller contre la cage. Il faut jouer la garde, et personne dans la division n'a une bonne garde. Pour moi, ce serait un combat facile, je le soumettrais depuis mon dos, sans problème. Je suis prêt à me battre demain, si l'UFC me propose un combat facile, comme genre Kevin Holland, je le prends. Les intentions sont claires. Il veut l'UFC. Déjà. Alors, pour rappel, Dylan Dennis, avant de débattre, c'est 3-0 en MMA. On parle pas de son palmarès en jiu-jitsu brésilien qui est énorme, hein. Pour le coup, tu sais, on voit le côté, tu sais, bad boy, machin, qui fait des frasques et tout ce que tu veux. En jiu-jitsu brésilien, c'est quand même une sacrée légende. Dylan Dennis, c'est 3-0, donc en MMA, 3 soumissions au premier round, une Kimura cheville, 2 hold, un armbar, clé de bras en extension, et une guillotine. Donc, 3 soumissions différentes, ça vous montre le panel de ce jeune homme. Maintenant, Tu effectivement, peux me dire le nom des mecs contre qu'il a soumis? qui? C'est ce que t'allais dire. Contre qui? Non, certes. Non mais après je peux te dire le nom de tous les mecs qu'il a soumis dans le jiu-jitsu brésilien, tu vois. Ah, mais c'est pas le même sport. Euh, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport, je suis d'accord. Il a perdu en boxe contre Jack Paul, si mes souvenirs sont bons. C'est pas le même sport non plus. Non mais bon, blague à part. Parce qu'on a commencé à faire le débat un petit peu avant, parce que quand je t'ai parlé de ce truc-là, je te dis, moi, ce sujet, il m'intéresse. Il m'intéresse parce que il y a une matière à parler. Dans le sens où, effectivement, Dylan Dennis, c'est pas le meilleur combattant du monde. Enfin, du moins, il a pas assez combattu pour le prouver. Parce que c'est ça aussi, hein. Il combattait au Bellator. Voilà, il a pas assez combattu pour pouvoir le prouver. Maintenant, on sait qu'au sol, s'il rentre à l'UFC, c'est un des plus gros niveaux
de sol de tout le roster UFC. Mhm. Derrière, on sait que Chimaev, il aime beaucoup shooter dans les jambes, qui tente toujours sa chance. Derrière, ça m'intéresse de voir ce que ça donne au sol entre les deux. Et si jamais il fait, parce que tu vas, bon, je vais te laisser me dire ce que ton argument, parce que je vais pas te le voler, mais si jamais ça va au sol, que il y a match, il y a un véritable match. Euh, ouais, alors au sol, oui. Alors en sol pur, pour moi en sol MMA, honnêtement, voilà, je vois pas Khamzat se mettre en danger en sol MMA. Je pense qu'il pourrait le gérer avec les frappes, avec ses positionnements de lutte, il pourrait le gérer. Et puis au-delà de ça, si Khamzat décide de rester debout, bah déjà le combat restera debout parce que c'est pas Dylan Dennis qui va réussir à l'emmener. Puis debout, il va lui casser la gueule. Parce qu'il a pas une boxe dégueu, Khamzat. Ouais, après, je C'est peux pas pas un te dire parce que striker d'élite, mais il a pas une boxe dégueu. Dylan Dennis, j'ai pas assez suivi sa carrière MMA pour te dire comment il boxe. Je peux pas te dire. Bah non, non, Je sais. non, bah moi je te le dis, parce que j'avais vu des combats de MMA de Dylan Dennis à l'époque de Connor, là. Non, Bah, non, c'est après, pas le même niveau. comme on l'a dit, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 soumissions au round 1. Hein. Bah, c'est round 1, 3 soumissions. Donc il a pas eu le temps de boxer plus que ça non plus, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais bon, ça reste un mec du sol. Par contre, alors c'est peut-être pas le même niveau, et loin de là, le même niveau de lutte que Shimaev, mais il est pas mauvais en lutte non plus. Hein. C'est pas le pire des lutteurs dans le monde du jiu-jitsu brésilien quand Ah même. non, je dis pas le contraire. Mais même si c'est un bon lutteur, hein, il y a un monde d'écart. Ça, sur ça, il y a zéro doute. Ouais, ouais. Il faudrait qu'il refuse complètement le jiu-jitsu brésilien. Mais ça serait très intéressant, hein, parce que c'est vrai que contre Burns, en fait, il a shooté. Pourtant, Burns, Hmm. ceinture noire, champion du monde, black belt de jiu-jitsu brésilien, il a quand même shooté. Et il s'est rendu compte, après, une fois arrivé au sol, que c'était compliqué. Et c'est pour ça qu'il est resté debout et que ça s'est envoyé debout. Mais on n'a pas un Burns qui a cherché non plus à lutter plus que ça, à casser la distance. Il a vraiment cherché à boxer avec lui. Ils se sont envoyés debout. Ils ont fait une guerre tous les deux, ils se sont rentrés dedans, mais on sait que Burns n'utilise que très peu son sol, finalement, dans ses combats. Ouais, sauf si on l'y amène. Maintenant, je pense que de toute façon, il a senti qu'il pouvait pas l'amener. Ça aurait été une dépense d'énergie inutile. Hmm. Non mais je suis d'accord, enfin, si, il savait qu'il pouvait l'amener, c'est juste qu'il prenait un risque une fois au sol. Il a compris qu'au Non, sol, il y avait je des te parle de dangers. Burns. Ah, tu Tu parles de dis Burns, oui, Burns oui, bien sûr, n'utilise oui, pas oui, sa oui. lutte. Ah oui, non, je suis d'accord, oui. Il a bien compris que de toute façon, il pouvait pas l'emmener. Ça aurait été dépenser des cartouches pour rien. Ouais. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, Non, voilà, mais on pour moi, sait. Dylan Dennis, il est dans le buzz. Ah, et bien sûr, Ça, il est ça dans fait le buzz, longtemps on est qu'on parle d'accord. plus de lui. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de lui. Il cherche un ticket pour faire parler de lui. La plus grosse star actuelle, il se trouve que c'est Ramzat, que c'est proche de Sakaté. C'est un 84 lui ou c'est un 77 de base? Je me C'est une demande même bonne si c'est pas un question. welter. C'est une bonne question. Parce que là, quand je les compare les deux physiquement, déjà, physiquement, j'ai l'impression qu'il y a un monde d'écart. Alors moi, par contre, c'est vrai, c'est ce que je me dis aussi, par contre, pour le coup. Denis, on dirait un enfant à côté de lui. Alors, Non, Dylan Dennis. je donne aucun crédit, honnêtement, à Dylan Dennis. Même si je reconnais son grand niveau de sol, en C'est un MMA, il a point, rien fait. c'est un point moyen. Ah, donc c'est un petit moyen. C'est un petit, un petit moyen. Ouais. C'est un petit moyen. Donc, si je te dis les gens qu'il a Ça, je battu. peux, honnêtement, je Kyle peux plus me, Walker, Max Humphrey et Warren Spencer. euh, Warren ouais. Spencer? Je sais pas qui c'est. Black. C'est En Markel fait, tu Spencer. sais, on a tellement vu des mecs forts au sol qui, une fois qu'ils affrontent des mecs vraiment solides, eh ben, ils sont inexistants, que je peux plus me faire avoir sur ce genre d'annonce.
Tu vois, il y a bon, Rodolfo Vieira, c'est le dernier en date, mais c'était qui déjà le mec super fort au sol là? Pour le Bouchécha. KO par Topuria. Non, par Ah non, Topuria. Partoporia, Ryan Hall. Ryan Hall, tu vois. Ryan Hall super fort sur le papier. Ryan Hall, tu te dis si ça va au sol, il peut soumettre tout le monde. Ben, il a soumis tout le monde. Il a qu'une défaite, hein. C'était Topuria, hein. Ouais, bah, une défaite qui l'envoie à la retraite. Non, il va revenir, visiblement. C'est ce que j'ai entendu dans le Jab Life. Il prépare son Ah ouais? retour. Après, il était déjà vieux quand il est arrivé, hein. C'est vrai. Parce que là, il a 40 ans passés, là. Moi, je donne aucun crédit à la déclaration de Dylan Dennis. Franchement, Non, pour moi moi, non plus, mais on est vraiment dans une autre galaxie en termes de niveau. Là, c'est même pas un autre monde. Là, c'est une autre galaxie. C'est ça. Il se ah ouais. fait éteindre dès le premier round. Pour le coup, Il a moi jamais eu, aussi. il a jamais eu une opposition d'un tel niveau là. C'est vraiment passé du tout au tout. Bah, c'est le sparring de Connor. Il s'est Ouais, entraîné avec ouais. lui tout le temps. Tu vois. Faut lui mettre du crédit quand même. Non, mais déjà, quand le mec commence sa déclaration par je battrai Islam, John Jones et tous ces gars, Ouais, tu John vois, Jones déjà. voilà, c'est déjà t'as compris. Déjà t'as compris. T'as compris que la déclaration, tu lui accordais pas beaucoup de crédit. Là-dessus, on est d'accord. Non, par contre, c'est comme je t'ai dit, là où le débat est intéressant, on sait que pour Shimaev, quelqu'un de très fort au sol, ça pourrait être sa kryptonite. Ça pourrait être sa kryptonite. Donc, quand un profil comme Dylan Dennis parle d'un combat contre Shimaev, moi, ça m'intéresse sur le papier. Même si, effectivement, je pense que en MMA, il y a un monde d'écart. Au sol, ça, par contre, je te le dis tous les jours, il y a un monde d'écart entre Dylan Dennis et Shimaev. Ouais, en sol pur. En sol pur. Ouais, mais bon, ça reste, tu sais, ça reste du MMA avec un combattant qui aime aller au sol. Tu vois, enfin, Shimaev, il aime aller au sol. Il aime titiller ses adversaires au sol. Il aime, tu vois, s'attarder au sol. Non, je suis d'accord, mais ça reste pas du sol pur. On n'est pas dans un combat de On est grappling. d'accord. Donc, non. Oh non. C'est de la fiction, hein, parce qu'on verra jamais ce fight, hein. On va pas se mentir. On Ça, verra c'est jamais ce sûr. fight. Par contre, ça m'intéresse de voir un Dylan Dennis à l'UFC. Parce que tu sais, pour moi, alors, Dylan Dennis, je vais te dire, c'est un regret pour moi, c'est un combattant qui était, comme j'ai dit, qui était très bon, qui était un élève de Marcelo Garcia, une légende, un des GOAT du jiu-jitsu brésilien, qui a su former des gens très forts au sol. C'est-à-dire un GOAT en tant que pratiquant, mais aussi un excellent coach. Il y a eu Marcelo qui a viré Dylan Dennis et un autre profil, je sais plus qui c'était à l'époque, qui l'a viré de l'académie parce que bah, ingérable, trop bad boy pour l'académie, ça collait pas. Donc il l'a évacué. Derrière, il a continué à s'entraîner, il a continué à performer. Ses derniers combats en grappling, quand même, ça a été un peu plus laborieux. Tu vois, on sent qu'au bout d'un moment, le mec, il a vrillé, il est tombé. En plus, il s'est mis avec Conor McGregor. Ça l'a fait encore plus descendre. Enfin, tu vois, il est rentré dans une spirale qui était pas bonne du tout. Un peu comme, d'ailleurs, on parle de Shimaev, mais tu sais, Darren Till, quand il s'est mis avec Shimaev, à un moment, tu sais, tu sentais lui aussi, c'était la descente aux enfers, tu vois, à ce moment-là, tu vois, il y a des profils comme ça, ils te bouffent ton énergie, c'est pas possible, tu vois. Tu te trouves plus fou que toi, tu vois, des gens qui te matrixent plus que ce que tu n'es déjà à la base. Bref, donc ça m'a déçu parce que j'étais curieux de sa carrière en MMA, qui a très bien commencé. Mhm. Tu vois, j'aurais bien voulu le voir continuer à évoluer. Tu vois, moi, des profils comme ça, c'est des profils que j'aurais bien voulu voir continuer à évoluer. Et je suis pas encore fermé à cette idée. Tu vois, c'est que si je le vois combattre et que je me dis, ouais, en fait, non, le mec, ça y est, il est plus rien, et dans ce cas-là, ok. Mais c'est des profils, tu vois, potentiellement, j'aimerais bien les voir gravir les échelons et passer certaines étapes. Là, sans parler de Shimaev, tu vois. Mais voilà, c'est tout. C'est quand je vois une déclaration comme ça, je veux dire, ne la fais pas. Fais en sorte de te faire signer. Dans ce cas-là, voilà, on y va et on Ouais, fait, mais on voit comment ça se alors, passe. pour se faire signer, il faudrait déjà être actif. C'est pour ça, j'ai dit, mets les choses en place pour te faire signer. Donc ça veut dire, passe peut-être par une autre organisation, fais quelques combats, marque les esprits, et puis voilà, tu sais, va au One, qui aime bien signer par exemple des mecs du jiu-jitsu brésilien,
Et vas-y, fais tes armes, quoi. Ouais. Est-ce qu'il le veut vraiment? Non, il en veut pas. Il veut pas combattre, Dylan Dennis. Il veut pas combattre Dylan Dennis. Il veut du buzz. Hum Ah, je te Donc parle tu le verras. d'une envie, tu sais, d'un Ah oui, regret, oui. tu vois. Oui, oui. Ben, ouais, ben, tu peux regretter parce que tu le verras jamais à l'UFC. Putain, je vais pas endormir de la nuit. Ah, c'est déjà que mes nuits sont courtes, mais alors là, avec ça, avec cette annonce, là, avec ce que tu viens de me dire, là, je vais pas endormir de la nuit. Excuse-moi d'être honnête. Ouais, mais je sais, mais ton te perdras. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Putain. Sois un peu moins, mets des filtres. D'accord? C'est ça la société. Faut mettre des filtres. Sinon, tu fais souffrir les gens de leur petit cœur. Bref, tournons cette page. Mais voilà, j'aimais bien en tout cas ce petit call out qui n'a pas lieu d'être. On termine avec bah tu vois, on parle de souffrir dans son petit cœur. Tu vois, on parle de dépression, on parle de tous ces trucs-là. Eh bien, on va parler de Dustin Poirier. Eh oui, l'heure est grave. Dustin Poirier souffre. Il souffre de ne plus combattre. Il dit chaque jour, ça me manque. Dès que j'ouvre les yeux, point. On dirait qu'il y a une fin de phrase. Point. Comme mon enfant, tu sais, comme mon fils qui est à l'école. 1, 2, 3. On peut reprendre la phrase. J'ai fait ça pendant 20 ans. J'y ai consacré ma vie. Une partie de moi est morte. Donc Pour- c'est Pourquoi tu Dustin prends un Poirier ton qui a écrit solennel ça. quand tu dis ça? Mais je sais, mais bien sûr, mais parce que c'est solennel. Il a écrit ça sur X, ok, le 12 octobre. C'était il y a 2 jours. Donc voilà, non mais tu sais pourquoi j'ai mis ce petit point. On savait, toi et moi, que ça allait finir comme ça. Mais on l'a dit même. On l'a dit même, et on en a la confirmation aujourd'hui. C'était sûr. Et je te le donne en mille. À quel événement il revient? UFC White House. Ah putain, encore un. Oh moi, c'est un Encore un marathon en mec à fait. caler sur la carte. Ah ouais. Ah, du moment qu'il cale pas Il sur va la revenir. carte, c'est, Il va revenir. je sais pas, Il c'est va dur quand même. Ah, moi je pense qu'il va revenir. L'UFC va l'accepter en plus parce qu'il est performant encore. Tu Ah sais, oui. on n'est pas sur un Tony Ferguson qui enchaîne les défaites et qui est plus haut niveau. Là, on est sur un mec qui finit. Alors oui, perd la décision unanime contre Holloway, mais il est bien présent dans le combat. Il est loin d'être ridicule. Alors, je suis d'accord. Ok. On met le postulat qu'il est encore performant, qu'il a encore des choses à faire, que finalement il s'est dit qu'il allait arrêter, mais que ça lui manque. Bon, il y a un petit combat contre Ned Diaz aussi en boxe anglaise, hein, qui peut être à prendre. Ça, voilà, ça a été proposé, c'est dans les tuyaux, pourquoi pas. Ok, allez. Maintenant, voilà, on fait le constat. Il revient. Il combat. Il s'arrête. Au bout de 5-6 combats. Allez, et je vise large. 5-6 combats, je vise Ah, large. tu vises large là. Ouais, je fais exprès. On en rediscute dans 6 combats. Il va se lever tous les matins de la même manière en se disant putain j'ai fait ça pendant 23 ans ou 24 ans, j'en sais pas combien ça lui prendra de temps pour faire ces 5-6 combats. Et puis finalement la partie qui est en lui elle est toujours morte. C'est vrai. Quand est-ce Ah, monsieur, qu'on je te prévoit dis pas que les retraites? Non mais là justement je change un peu de sujet, tu vois. Quand est-ce qu'on prévoit les retraites des combattants? Quand est-ce qu'on leur fait un vrai suivi psychologique et qu'on les prépare à la retraite, tu vois? ouais, oui. Après, j'ai envie de te dire, le combattant, surtout particulièrement un mec comme Dustin Poirier avec la fortune qu'il a réussi à amasser, il peut le prévoir lui-même, son plan retraite. Tu vois, son Ouais. suivi, etc. Il peut le mettre en place. Ouais, mais faut avoir envie de le mettre en place. Limite, ça devrait être une obligation. Enfin, après, tu peux pas obliger les gens, tu vois, Ah, mais tu peux pas. Bah oui, tu peux pas. tu lui dis avant ton dernier fight, si tu veux ton dernier fight, t'es obligé de faire 6 mois de thérapie. Ah là, tu l'obliges. Là, t'es obligé. Ouais, mais non, jamais tu verras ça. Non, je pense qu'il faut juste l'accepter. Dans tous les cas, peu importe ce que tu vas préparer, t'auras ce manque. T'auras Ah, ce c'est ça. manque. Et même un combattant qui n'en veut plus, qui arrête vraiment parce qu'il en veut plus,
Et ben au bout de 6, 7 mois, le manque va revenir parce que, comme il l'a dit, il a connu que ça. C'est sa vie. Il a passé plus Ouais. de temps à combattre que à ne pas combattre dans sa vie. Ouais, et puis j'ai l'impression, tu vois, lui pour le coup, parce qu'on en parlait tout à l'heure, que lui, l'entraînement sans objectif, ça n'a pas lieu d'être. Hmm. Ouais. Ouais, clairement. Donc, Ouais, c'est triste, hein. C'est triste. bah, c'est triste parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que oui, oui, il peut revenir. Oui, il est encore au niveau. Il nous l'a montré. Il y a encore de beaux combats à faire avec Dustin Poirier. Mais le trouble ne va pas s'en aller pour autant. Ça veut dire que il revient pour 3, 4 combats, il prend sa retraite à nouveau et puis ça. Puis il fait quoi après? 6 mois après, il va réécrire un message en disant que ça lui manque. Et ça Après, finit c'est à en l'UFC, hein. Wanderlei Silva contre Popo à 79 ans. C'est à l'UFC d'être ferme, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, là, on sait que les combattants, un combattant voudra toujours combattre par nature. Donc c'est à l'UFC de rester ferme sur les décisions qu'ils prennent, même si c'est pas forcément eux qui ont pris cette décision pour Poirier et que ça vient de lui-même pour la retraite. Mais à partir du moment où un combattant a pris sa retraite, l'UFC devrait dire ok, c'est que t'en voulais plus, donc on veut plus. Ouais, après, ce qui est paradoxal avec les retraites à l'UFC, c'est que on sait qu'il y a des mecs qui prennent 3 retraites successives, quoi. Ou 4 retraites successives. Ouais. Ils prennent leur retraite, ils reviennent, ils prennent leur retraite, ils reviennent, ils prennent leur retraite, ils reviennent. Connor, il a pris 4 fois sa retraite déjà. Ouais, bon, après on sait pourquoi, hein. Excuse-moi. On sait pourquoi, Je hein, t'excuse. parce que c'est très bien que quand tu prends ta retraite, je crois que t'es retiré du pôle antidopage, donc tu peux faire ce que Mais t'as à faire et puis te bien remettre sûr. dedans tranquillement. Et bien sûr. Mais d'ailleurs, il en est où son projet dopage, là, Dustin Poirier? Il devait pas devenir plus musclé que Bah, c'était jamais? ça. Bah oui, il devait faire une petite cure de stéroïdes, pousser de la fonte et être balèze. Et plus jamais descendre au poids. Plus jamais Ouais. descendre à 70 kilos de sa vie. Bah, ben, son retour, il l'a prévu à 84. 93. Il va arriver, imagine, avec des trapèzes, mon vieux. Contre Jerry Ah Prochazka. ouais. Ah ouais, je te jure. Donc ouais, non, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, dites-nous en commentaire hein, si vous souhaitez revoir Dustin Poirier véritablement dans la cage un jour ou pas. Mais bon, après peut-être qu'il a fait cette déclaration, mais qu'il reviendra pas. Hein, tu vois, il peut te dire ça comme ça et puis finalement faire un constat sur X, avoir besoin de le dire et puis finalement pas le faire. Je pense qu'il faut arriver à trouver un autre à ce moment-là un autre objectif, que ça soit dans le coaching potentiellement. Un Dustin Poirier, tu vois, après je sais pas parce que tout le monde n'est pas un bon coach, tu vois, mais bon potentiellement. Ou même j'entendais parler à un moment dans les médias, tu sais, au sein de l'UFC comme journaliste chroniqueur. Mais ça, on en a longuement parlé déjà à l'époque de Volkan. Je me Hmm. rappelle quand il avait subi sa défaite et qu'il disait qu'il est en dépression parce qu'il va absolument revenir. Et quand il combat pas, il sait pas quoi faire de sa vie, etc. Et ça, c'est en fait d'un combattant à l'autre, ça se gère différemment. C'est très compliqué à gérer. En fait. C'est trop personnel. C'est trop personnel. Dire que oui, je trouvais autre chose dans les médias, mais les médias, ça plaît pas à tout le monde. Encore faut-il aimer ça, tu vois. Un mec comme Bisping, il a parfaitement trouvé sa place. Un mec comme Cormier aussi. Ouais. Mais tous les combattants ne sont pas à leur aise de travailler Derrière un micro. pour un média, ouais. Donc difficile. Et puis trouver une autre passion aussi, c'est pas facile. Hein. Puis Enfin, se mettre au Scrabble. tu sais très bien à quel point là, une passion comme les sports de combat, ça peut être dévorant. C'est-à-dire que les mecs, quand ils font ça, il y en a dans toute leur vie, ils ne font que ça. Ils vivent pour ça, ils dorment sport de combat, ce qu'ils regardent à la télé, c'est des sports de combat. Ils font que ça, les mecs. Il y a rien autour. Limite, ils Ouais, connaissent mais rien du monde. tu peux le faire différemment, tu vois. C'est-à-dire que regarde un Dimitri Johnson qui fait le tour des salles et qui va s'entraîner avec le gratin, qui kiffe s'entraîner avec le gratin, qui va faire des compétitions de jiu-jitsu brésilien. Tu vois, il pourrait très bien faire la même chose. Aujourd'hui, il Ouais, a assez d'argent pour juste kiffer sa vie, quoi. est-ce qu'il kiffe, il a pas envie de faire du jiu-jitsu brésilien, lui.
Non, mais je veux dire, il pourrait s'entraîner avec les meilleurs du monde. Il vient, et il a un mec comme Dustin Poirier, il a la porte ouverte n'importe où. Je suis d'accord, mais comme tu le dis, comme tu l'as dit juste avant, s'entraîner sans objectif, ça l'intéresse pas. C'est un chien de guerre, Mais Poirier. Ça veut dire que s'il s'entraîne avec les meilleurs, c'est pour faire la guerre. Et faire la ouais, ouais, guerre dans une ouais. salle d'entraînement, ça sert à quoi? Prendre des commotions pour rien, pour pas un rond. Pas un copec. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est, je veux dire, c'est trouver un autre objectif en fait. C'est-à-dire que, tu vois, moi par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, grand champion que j'ai été. Non, mais j'ai fait de la compétition. Aujourd'hui, mon kiff, c'est de faire des open mat. C'est-à-dire que je faire de la compétition à proprement dit, bah voilà, j'ai transféré sur le fait de faire des open mat pour pouvoir affronter des profils différents, mais en m'amusant, tu vois. Moins chercher la performance et plus chercher le côté fun de rencontrer des profils différents, d'affronter des gens toujours différents, de me dire ah putain sur cet open mat là il y a tel profil que j'ai envie d'affronter, bah vas-y j'y vais et puis je vais tourner avec lui et en fait je prends mon kiff différemment. Et pourtant je continue à prendre mon kiff mais je fais avec l'âge que j'ai et avec les envies que j'ai et le temps que j'ai aujourd'hui, tu vois. Pour me préparer, j'ai pas le temps de me préparer, j'ai pas la condition pour me préparer. Eh ben vas-y, fais autrement. Et je pense qu'il faut arriver en fait à trouver un ancrage différent. Tu vois. Moi, je pense que ouais, je pense que il doit trouver potentiellement une passion qui est hors de ça. Parce que si tu restes dans ça, hormis si tu fais un autre sport, comme Demetrius Johnson, finalement, il fait que du jiu-jitsu, hein. Quand il va dans les autres salles, c'est pour tourner uniquement au sol, hein. Il veut pas de frappe, hein, ou en tout cas très légère. Bah, Il l'a dit la contre dernière fois Merab. Ouais, voilà, oui. avec Merab. Il lui a dit, je veux pas de commotion. Tu vois, il y allait vraiment, vraiment cool. Je vois pas un Poirier faire ça. Un Poirier va faire la guerre. Et quitte à faire la guerre, autant combattre. Tu vois, je suis payé 1 million pour combattre, ou alors je fais la guerre dans une salle d'entraînement où personne me voit. Je prends les mêmes dégâts, ça sert à quoi? Ouais, écoute, je sais pas. Qu'il fasse du macramé, qui va nous saouler là. Qu'il fasse du NASCAR, ou qu'il fasse autre chose, tu vois, qu'il trouve l'adrénaline différemment. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils font les Américains quand ils ont fini? T'as bien Michael Jordan qui s'était mis à faire du golf. Bah, vas-y. Du baseball. Du baseball et du golf. Non, Les c'était pas deux, et ça? du golf. Ouais. Ouais. Pas de- Donc, alors, baseball, oui. Golf, est-ce que c'est pas juste dans Space Jam qui fait du golf? non, je crois que justement, ils l'ont mis dans Space Jam parce qu'il s'était mis à faire du golf. Ah ouais? Je sais pas. Ils sont tous Je potes connais avec pas Trump. assez. Qu'ils aillent faire du golf avec Trump, qu'est-ce qui nous saoule? Ouais. Bref. Ouais, c'est un sujet qui n'aura jamais de fin de toute façon. Je pense que. Bah Mais non, j'ai bah envie de non, te mais c'est dire. humain. Non. Mais j'ai Après, envie de te voilà. dire, c'est tous les métiers en fait. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Tu sais, j'aurais C'est toujours en tous les métiers. mémoire. Parce que moi, je suis un Jeff Tuch. Tu vois, moi, j'attends la retraite avec impatience. Tu le sais très bien. Si elle arrive demain, elle arrive demain, et je serai l'homme le plus heureux de la terre. Ok. Mais je me souviens d'un jour où j'arrivais à la Banque de France, à la badgeuse. Et donc je parle avec un collègue, tu vois, on attendait l'heure du badge parce qu'il faut attendre. Puis je lui dis ça va et tout, il me dit ouais c'est mon dernier jour. Je dis bah super, tu dois être très très heureux. Il me dit ouais. Je dis bah bon. Ouais, non. En Ouais, fait non. le mec, non, il était pas heureux parce qu'en fait son métier c'était toute sa vie, effectivement. C'était son seul lien social, c'était son voilà, c'était voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens font des dépressions quand ils arrivent à la retraite. Ma Ouais. grand-mère a fait une dépression quand elle est arrivée à la retraite, tu vois. Donc Les gens, ça définit ce qui sont leurs métiers. Tu vois, comme t'as dit, c'est leur statut social. Donc, ouais, ça arrive dans tous les corps de métier, en fait, ce truc. C'est juste que là, il arrive plus jeune, quoi. Puisque ta retraite arrive aux alentours de 35 ans. Donc tu le connais plus jeune, c'est tout. moralité. Multipliez les passions. Ayez d'autres ouvertures. Préparez-vous déjà psychologiquement à tout, à faire autre chose. Tu vois, et puis voilà, tu peux prendre ton pied ailleurs. Tu peux prendre ton pied sur plein d'aspects. Faut juste savoir où, quand et comment. Et personne n'est monotache, tu vois, monomaniaque. T'as toujours un petit truc, même autour de ton sport, qui peut te permettre de continuer à kiffer. Bref, voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus sur le fait que les amis, préparez la suite. Ne soyez pas la tête dans le guidon sur une seule chose, parce que le jour où cette chose-là, elle disparaît, et ben derrière, c'est fini. Y a plus rien. Donc, euh, donc voilà, préparez la suite. C'est le mot de la fin. Merci. Merci C'est pour beau, cette hein. leçon de vie.
C'est beau. Parce qu'un loup traverse la tempête, même quand l'orage frappe à côté. Pour me tuer. Oh mon dieu, on n'avait pas eu de fou rire sur cette chaîne, bah ça m'arrive aujourd'hui, je vous le dis. Ah merci Gamrot, merci pour ces moments. Alors c'est merci pour ce fight et merci pour ce moment. Bon les amis, je crois qu'on peut se quitter sur ce fou rire. J'espère que vous l'avez, que vous la partagé. J'espère que vous allez rigoler comme des cons partout où vous serez et que vous allez vous afficher avec nous. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour sur chacun de ces sujets. À les commenter, à liker, à partager, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!